Alors aujourd'hui, dans ce 5 à 7, nous parlerons du numérique. Est-ce que le numérique changera la ville ? C'est un sujet qui m'a personnellement toujours intéressée et je me suis décidée à l'aborder dans le cadre des 5 à 7 qu'après avoir rencontré Antoine Picon, parce que ce qui m'intéressait pour nous, pour le monde de l'urbanisme et de l'aménagement, c'était en quoi ça pouvait modifier nos pratiques, en quoi ça pouvait être un instrument qui sera au service de notre manière de penser, de mettre en œuvre la ville, de la comprendre d'abord. Alors encore une fois, dans nos échanges avec Antoine, on s'est interrogé sur la période dans laquelle ça se situe, enfin, surtout moi, et je lui ai demandé s'il ne fallait pas qu'on parle de la façon dont le numérique facilitait le terrorisme ou pouvait nous aider à lutter contre le terrorisme. Je pense qu'il en parlera très peu, mais qu'il n'évitera pas complètement cette question. Par ailleurs, dans notre métier, moi je suis urbaniste et puis toi tu es aménageur, je vous présente tout à l'heure les invités. Lutter contre la fracture sociale, dont la fracture numérique, peut prendre du sens, prend du sens au regard des événements que nous venons de vivre. Alors pour parler de la ville numérique, ou plutôt de la ville intelligente, parce que c'est ce que fera Antoine Picon, il insistera d'une part sur ce que c'est la définition de la ville numérique, de la ville intelligente, qui n'est pas tout à fait la même chose. Il nous dira ce qui change déjà dans la ville, et aussi il osera des hypothèses sur la façon dont nous pouvons nous emparer du sujet. Alors, qui est Antoine Picon ? J'imagine que tout le monde le connaît ici, mais j'oserai une petite présentation. Moi, je dirais que c'est le chercheur français le plus américain que nous ayons en France. Et pourquoi je dis ça ? Non pas seulement parce qu'il est professeur à Harvard, comme il est également professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, mais surtout parce qu'il distingue très clairement dans ses ouvrages, les ouvrages sont vendus à l'accueil et je remercie la librairie Volume de le faire, il distingue dans les ouvrages ce qui est de l'analyse de ce qui est l'hypothèse. Donc les analyses sont d'une rigueur absolue et après il se lance dans des hypothèses très très osées, si je peux dire, pour tenter d'explorer très loin le sujet. Et c'est en ce sens que je dis que c'est le chercheur le plus américain, français, le chercheur français le plus américain. On verra s'il se reconnaît dans cette définition. Alors, pour échanger avec lui, et c'est toujours ainsi que nous procédons, puisque un aménageur interpelle notre conférencier, c'est Jean-Luc Charles, à mes côtés, qui dirige la Samoa, donc la société qui est en charge de l'aménagement de l'île de Nantes. Il a succédé à Laurent Théry. Et dans le monde des aménageurs, il est sans doute l'un de ceux, peut-être celui qui s'intéresse le plus à la question, l'intègre dans son projet, et notamment dans le quartier de la création. Mais aussi, c'est vraiment un sujet qui l'interpelle et il fera également des hypothèses sur la manière dont l'aménageur intègre ces questions dans son travail. Donc, je m'arrêterai là. Je vous recommande simplement, d'une part, les ouvrages d'Antoine Picon. Le premier qu'il a sorti, le tout petit, qui a aussi le mérite d'être lu en 1 heure. Oui, à peu près, 1 heure. Le métro par les temps qui courent. Voilà. Et puis le tout dernier qui vient de sortir, qui demandera peut-être 1h30, Antoine, un petit peu plus. Oui. Voilà. Ce qui est merveilleux parce qu'en très très peu de temps, on a l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la question. Mais je voudrais recommander aussi un ouvrage que j'ai lu attentivement pour préparer cette séance et qui est disponible sur Internet entièrement. C'est l'ouvrage de François Pisani qui s'appelle « Voyage dans les villes intelligentes ». Et si ça vous intéresse, je peux ultérieurement vous le rerouter pour que vous puissiez y accéder. Il y a également une interview d'Antoine Picon dans la Tribune, qui est tout à fait intéressant et qui fait le point de l'état de la question. Donc, je m'arrête là pour l'introduction et puis merci Antoine d'être avec nous et de nous offrir cette conférence. Merci beaucoup Ariella. Bon, je ne sais pas si je suis si américain que cela, mais je vais peut-être en profiter pour rendre hommage à quelqu'un qui a toujours fait beaucoup d'hypothèses, Pierre Vels, qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui.
Et donc, quand même, j'ai été pendant longtemps l'employé à l'école des ponts et chaussées. Bien. Le numérique changera-t-il la ville ? Bien des prophéties concernant son impact se sont révélées erronées, ou en tout cas pour l'instant. Au milieu des années 1990, Bill Mitchell, professeur au MIT, annonçait par exemple dans son livre City of Bits que la ville de l'avenir serait plus tranquille et plus verte que celle qu'on connaissait, puisque beaucoup d'activités, ainsi que les circulations qu'elles engendrent, allaient passer en ligne. La réalité s'est révélée plus compliquée que cela, puisque, en fait, on le sait, jusqu'à présent en tout cas, le développement des activités sur les plateformes numériques s'est accompagné très souvent d'un accroissement des déplacements physiques. Alors, soyons clairs, oui, moi je pense que le numérique va changer la ville, mais le comment, c'est là où réside vraiment le cœur du problème. Alors, depuis quelques années, les réflexions et les expérimentations sur ce que le numérique peut changer dans les villes se sont cristallisées autour de la notion de smart city ou de ville intelligente en français. Alors c'est à partir de cette notion et du sens qu'on peut lui donner que j'ai organisé ma présentation de ce soir. Alors celle-ci s'appuiera en fait sur un ensemble de travaux que j'ai consacrés aux mutations d'abord de l'architecture et puis ensuite du cadre urbain, en liaison avec donc la montée en puissance du numérique. Alors je mentionne ces travaux parce qu'ils ont en commun deux caractéristiques assez générales. La première, c'est de considérer que le numérique, ce n'est pas seulement une technologie, mais c'est un phénomène beaucoup plus général, c'est une culture au sens que donnent les anthropologues à ce terme, une culture qui possède des dimensions sociales et politiques sans lesquelles on ne comprend pas toujours ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième caractéristique, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'histoire, j'étais plutôt historien au départ, le souci de replacer l'actualité immédiate et les transformations que nous avons sous les yeux au sein d'un cadre historique de plus grande ampleur, ce qui permet d'identifier à la fois des continuités et des ruptures. Il y a par exemple des continuités entre certains aspects de la révolution numérique et des idéaux et des processus qui avaient accompagné par exemple la diffusion de l'électricité à la charnière des 19e et au 20e siècles. Ici, vous avez par exemple l'ancêtre des MOOCs, les cours en ligne, par l'illustrateur français de la belle époque, Albert Robida. En fait, l'enseignement à distance, c'est un thème qui a hanté tout le XXe siècle, qui est passé par l'idée de téléphone, de radio, de télé, etc., avant de triompher aujourd'hui. Du coup, ce n'est pas forcément l'Internet qui a créé les MOOCs. On pourrait dire qu'il y avait un désir de MOOCs bien avant, qui naît à la charnière du 19e et du 20e siècle. Comme j'essaierai de le montrer par la suite, il y a aussi des ruptures lorsqu'on prend une perspective un peu plus longue. Par exemple, il me semble que la thématique de la ville intelligente rompt avec le modèle de la ville des réseaux, hérité du 19e siècle. Alors j'essaierai de m'expliquer sur cette rupture par rapport à une façon de penser le rapport ville, société et technique. L'avantage aussi de perspective un peu plus longue, c'est de rompre avec le déterminisme technologique. La transformation des villes à l'heure du numérique n'est pas réductible, encore une fois, au seul mécanisme de l'innovation. Elle met en jeu bien d'autres facteurs et correspond encore une fois à une transformation culturelle, sociale et politique de grande ampleur. Du coup, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut essayer de prendre ses distances avec le discours techno-optimiste. On ne manque pas de discours techno-optimiste sur les lendemains qui chantent de la ville numérique, ou le techno-pessimisme tout aussi excessif dans bien des cas où on vous décrit un enfer numérisé. Je crois qu'il faut se rappeler que dans tout changement social et technologique, on gagne des choses et on en perd aussi par contre d'autres. Et puis surtout, les enjeux se déplacent. Et je crois qu'il faut retenir ça, les enjeux se déplacent. Alors revenons à la nature des changements liés au numérique dans le champ urbain. Je voudrais essayer, alors c'est bien que tu aies parlé d'hypothèses, par 4 thèses ou propositions qui me semblent importantes pour mieux appréhender ce qu'on appelle ville intelligente, en considérant que la ville intelligente, c'est ce vers quoi mène assez inéluctablement la ville transformée sous l'effet des technologies de l'information et de la communication, et surtout sous l'effet de la montée en puissance de ce que j'ai appelé la culture numérique. Alors j'essaierai ensuite, donc je vais essayer de passer ces hypothèses ou thèses en revue. Et puis, j'ai essayé, en fait, pour cette présentation, de ne pas suivre l'ordre de mes livres, chapitre 1, chapitre 2, parce que ce n'était pas forcément la meilleure chose, mais plutôt d'essayer de synthétiser ce que je pense vers quoi ça menait. Ensuite, je voudrais essayer d'aborder
2, 3 dimensions clés des changements auxquels correspond cette montée en puissance. Alors, je parlerai des questions de gouvernance et de politique. Ensuite, de ce à quoi, alors ça c'est le sujet le plus incertain, mais ce à quoi on peut s'attendre en matière de forme urbaine. Ce n'était pas dans la version française, mais c'est plutôt des réflexions, alors là vraiment parfaitement hypothétiques sur certains aspects. Mais aussi, alors là de manière en fait je crois plus sûre, la façon d'envisager la question des infrastructures. Je parlerai aussi à ce propos de cartes, parce que je pense qu'il y a des enjeux très profonds liés à la représentation des villes aujourd'hui. Il y a une mutation très rapide des façons de représenter la ville et de se servir des cartes pour différents objectifs. Et puis je terminerai par les limites de la ville intelligente, parce qu'on n'en parle pas assez, mais en général, soit on dit la ville intelligente, c'est épouvantable, etc., la Sennett, ou Richard Sennett a sorti ça, soit on dit c'est très très bien. En fait, il faut peut-être se dire que c'est simplement une approche qui a des limites, qui rencontre des limites environnementales, sociales, etc., et qu'il faut en parler. Donc c'est ce que j'essaierai de faire à la fin de cet exposé. Alors, je vais commencer par mes 4 thèses. Alors, j'ai fait un grand effort de pédagogie. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas toujours mon point fort. Donc, je les ai écrites. Alors, la première thèse, c'est que la ville intelligente, ce qui complique tout dans la ville intelligente, c'est qu'on parle en fait de 2 choses. La première, c'est que c'est un nouvel idéal. Et puis, c'est aussi un ensemble concret de processus d'expérimentation et de transformation de l'urbain. Il y a les 2. Et cet idéal et cet ensemble de processus ne sont pas que technologiques, et ça je l'ai déjà dit, c'est au moins autant social et politique. Alors, côté idéal, ce qu'on appelle souvent ville intelligente, ça s'organise autour d'un certain nombre d'aspirations clés. La première, c'est une ville plus efficace. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, on va mieux faire fonctionner le métro, mieux faire fonctionner les infrastructures, etc., etc. Lié à ça, mais plus généralement, l'idée de ville qui serait plus sobre énergétiquement. Il y a de très multiples connexions entre le thème de la ville intelligente et celui de la ville durable. Les smart grids sont l'exemple typique de cette connexion, mais aussi des expérimentations. Je parlais d'expérimentation, c'est un de mes petits camarades de MIT, au Sensible Lab de MIT. Ils se sont amusés à coller des puces RFID sur ce qu'il y avait dans une ou 2 poubelles de Seattle pour essayer de savoir comment on recyclait les ordures aux États-Unis. Le résultat est assez éclairant. On peut certainement faire mieux. Il y a notamment dans leur étude l'histoire d'une basket qui a fait 2 fois le tour des États-Unis avant de connaître un sort définitif. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, évidemment, l'idée de ville plus stimulante, plus conviviale, plus citoyenne. La ville intelligente, d'ailleurs, il faut le dire, renvoie souvent à l'idée d'une nouvelle qualité de vie urbaine, où d'ailleurs on trouverait enrôlés à ce service les boutiques, les restaurants, les salles de concert. Tout ça est censé avoir un rôle. Alors, ce qu'il faut saisir probablement, c'est qu'il y a une continuité assez profonde entre cette base technique, une base technique qui consiste à équiper en capteurs, à écrire des apps pour les téléphones, à suivre ce qui se passe, et une vision de la ville comme agréable et diversifiée, comme un lieu d'expérience enrichissante, comme ce que j'ai appelé dans les livres que j'ai consacrés au sujet, carrément une ville sensuelle. L'articulation entre ces 2 ordres de réalité, elle passe souvent par l'idée que la ville doit attirer des gens intelligents et que pour ça, il faut qu'elle propose une expérience urbaine rare et pour attirer notamment les membres de ce que Richard Florida appelait la creative class. Mais si on préfère des choses plus classiquement académiques, le livre d'Edward Glaser sur les villes tourne aussi autour de la même idée. Alors ça explique du coup que MIT, par exemple, qui n'avait pas ses preuves à faire en matière de dot-com et d'entreprises biotech autour, est entrepris de rénover, avec parfois un goût un peu discutable, Kendall Square, dans le bas de Cambridge, pour rendre ça plus amusant, vibrant, comme disent les Américains, avec des restaurants, des boutiques ethniques, etc. On voit bien qu'en fait tout ça est un peu lié. Alors, chose importante, cet idéal, j'ai parlé de l'idéal jusqu'à présent, ce n'est pas un idéal monolithique. Il y a des différences importantes d'interprétation, par exemple entre les tenants de ce que j'appellerais, j'y reviendrai, une vision néo-cybernétique de la ville, numérique, et ceux qui privilégient plutôt la dimension participative et collaborative. D'un côté, on a le centre opérationnel ou le tableau de bord urbain, qui sont assez emblématiques de cette première vision.
De l'autre côté, des entreprises collaboratives, comme par exemple OpenStreetMap, illustrent ce qui pourrait naître d'une ville qui accorderait la priorité aux initiatives individuelles et collectives. Et ici, c'est une partie d'OpenStreetMap à Managua, donc on conçoit bien l'espèce de contraste entre les deux. Alors je reviendrai par la suite là-dessus, mais ce que je voudrais noter dès à présent, c'est le caractère assez fortement autoréalisateur des idéaux liés au numérique. C'est ce caractère autoréalisateur que j'avais mis en exergue dans la version française de mon livre sur les Smart Cities. Le numérique est pourquoi ? Parce que probablement le numérique est beaucoup plus proche de nos vies que bien des technologies traditionnelles. La machine à vapeur, on ne la trouvait pas dans les cuisines, ni dans les poches. Le numérique, c'est quelque chose qu'on trouve partout et qui du même coup épouse beaucoup plus nos vies que des technologies traditionnelles. Et du coup, il épouse aussi nos désirs. Je dirais que d'ailleurs cette caractéristique, ce lien entre technologie et désir, c'était quelque chose qui avait commencé à se nouer avec l'électricité. Et elle atteint son comble aujourd'hui avec le numérique. Du coup, je dirais caractère autoréalisateur, le numérique va transformer nos villes parce qu'au fond, nous voulons qu'il en soit ainsi. Alors, on comprend mieux du même coup que la ville intelligente, ce n'est pas qu'un idéal, mais c'est un ensemble concret d'expérimentation, donc mon deuxième volet, de processus de transformation des villes. Et à cet égard, je voudrais être très clair, la ville numérique, la ville intelligente, ça ne se résume pas à Songdo ou Masdar, sur lesquels on s'est probablement exagérément concentré. C'est quand même essentiellement les villes telles qu'on les connaît, c'est Paris, Londres, Singapour, Barcelone, ici c'est Barcelone, mais c'est aussi Delhi ou Medellín, ça ignore les différences entre pays développés et pays en voie de développement. On me demande souvent qu'est-ce qu'une ville intelligente, je dirais c'est la plupart des villes aujourd'hui. Alors, donc c'est aussi quelque chose d'important. Alors maintenant, en tant que processus concret, la ville intelligente mobilise toute une série d'acteurs dans l'ordre approximatif, parce que c'est pas une science exacte de leur apparition. Il y a eu d'abord, vers 2005, les grandes compagnies du numérique comme IBM et Cisco, rejointes plus récemment. D'ailleurs, IBM n'a pas pu labelliser Smart City, donc il a labellisé Smarter City, mais rejointes plus récemment par des entreprises plus classiquement aménageuses comme Veolia et bien d'autres dans le cas français, aussi Siemens. J'ai une question, parce que dans le livre de François Pisani, il est dit que c'est Bill Clinton qui a trouvé cette expression de la ville intelligente et qui a poussé Cisco à développer le concept. C'est IBM qui a quand même au début beaucoup utilisé le terme. Enfin bon, je pense que de toute façon, c'est comme les autoroutes de l'information de Al Gore. Je pense que tout ça a été... Bon, c'est né quand même aussi beaucoup... Au départ, c'était quand même né aussi de la crise des dot-com et de la nécessité de trouver de nouveaux débouchés. Et puis très vite, ce qui a pris le relais, c'est la question des data et des big data et du fait que c'était la nouvelle mine d'or, les données. Alors ça, c'est le premier type d'acteurs. Deuxième type d'acteurs, les municipalités, les élus et leurs services qui vont entrer progressivement dans la danse, d'abord comme clients, pionniers, puis comme protagonistes à part entière. Et là, on connaît leur motivation, améliorer la gestion des villes, fluidifier, rendre plus efficace l'action publique, améliorer la concertation avec les citoyens. Bon, je crois que mes petits camarades de la table pourront développer ça mieux que moi. Troisième type d'acteurs, ce qu'un auteur américain, Anthony Townsend, appelle les civic hackers, les gens qui développent des applications. Tous les gens, on voit aujourd'hui dans le fourmillement de start-up qui se proposent d'utiliser les data pour finalement proposer des nouveaux services, etc. Par exemple, Foursquare, mais Airbnb, tout ça, ça fait partie au départ de cette espèce de vivier. Dernier type d'acteurs qu'il ne faut surtout pas oublier, la ville intelligente, c'est nous, enfin, équipés de smartphones. Et là encore une fois, la ville numérique est d'ailleurs probablement plus la ville du smartphone d'une certaine façon que la ville de l'ordinateur. C'est peut-être une des grandes différences avec les premières idées sur ce sujet, sur la ville et le numérique des années 80-90. Et cela, encore une fois, dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés. Ça, c'était ma première thèse, elle ne mange pas de pain. La deuxième est plus importante. L'espace, loin de perdre son importance, joue en fait un rôle essentiel. Ça renvoie à ce que j'appellerais volontiers une espèce de tournant spatial, en m'inspirant de la formule du spatial turn de feu Edward Soja, des technologies de l'information et de la communication. Alors, pour aller vite, au début du numérique, la dimension spatiale était minimisée. On présentait les espaces en ligne comme une alternative à l'espace physique, d'où le succès de tous les discours autour du virtuel.
Ce qui s'est passé, en fait, on le sait aujourd'hui, c'est une hybridation croissante entre le numérique et l'espace physique. Il faut se rappeler que les réseaux sans fil sont une réalité spatiale. Lorsque vous approchez d'une fenêtre parce que vous n'avez pas assez de barres sur votre téléphone, aux États-Unis c'est plutôt des barres, on voit bien que c'est un phénomène inscrit dans l'espace. Tout se passe comme si l'espace physique était en quelque sorte activé ou suractivé par les contenus électroniques. Ça, c'est des cartes assez amusantes, des photos postées sur Flickr. Des photos, par exemple, de Manhattan et ses alentours postées sur Flickr. Alors, deux techniques ont joué, on le sait, un rôle tout à fait clé dans l'affaire. La première, c'est la géolocalisation. On ne dira jamais assez à quel point la géolocalisation est une révolution. Et la deuxième, c'est la réalité augmentée. Du coup, la ville numérique, la ville intelligente, c'est un problème de conception urbanistique et architecturale à part entière. Et cela possède même, à mon sens, une dimension esthétique qui a commencé à être explorée, plutôt d'ailleurs par les artistes et les designers. Ici, c'est une exploration de l'artiste Keiichi Matsuda, dont je me suis servi pour la couverture de mon livre en anglais, sur la question de la réalité augmentée. Et je vais essayer d'y revenir, si j'ai le temps, vers la fin de cette communication. Je pense que la dimension esthétique, elle est inséparable de la dimension politique aujourd'hui. J'essaierai d'y revenir. Alors évidemment, tout ça est compliqué par le fait que le numérique, s'il a transformé l'architecture, a eu encore peu d'impact sur la morphologie des villes. Il n'y a pas d'équivalent en matière urbaine des formes spectaculaires de l'architecture dite numérique. Donc c'est une question que j'essaierai de poser un peu plus tard. Alors ça, c'était les deux propositions relativement évidentes. Alors deux, maintenant qu'ils sont moins. La première parce qu'elle est conceptuellement peut-être un petit peu plus compliquée, et la deuxième parce qu'elle fait un peu science-fiction. Alors, la première de ces deux, la troisième hypothèse, la montée en puissance du numérique correspond à une transformation en profondeur de la façon dont on comprend d'un point de vue socio-technique la ville, avec l'idée qu'on passe progressivement d'une ville de flux et de réseaux à une ville d'occurrences, de situations et de scénarios. Alors ça, c'est mon côté historien, j'adore les fondements épistémologiques. Je pense que l'épistémologie un peu sous-jacente finalement à l'interprétation des villes est en train de changer. Alors, ce n'est pas complètement évident, mais il faut se souvenir que pendant longtemps, évidemment, les villes ont toujours été peuplées de gens, mais lorsqu'on essaie de se dire c'est quoi la ville comme objet matériel sur lequel on travaille, qu'on peut rationaliser, etc., pendant longtemps, on a pensé que c'était quand même une ville, c'était peuplé d'objets bâtis. D'ailleurs, les dictionnaires du XVIIe définissent encore la ville comme un truc qui est entouré de murs et dans lequel il y a beaucoup de bâtiments. À partir du XVIIIe, XIXe siècle, notamment avec la première révolution industrielle, on a découvert que la ville, c'était des flux. Et c'est pour cela qu'on va articuler une pensée en termes de réseau. Et Paris, par exemple, n'est pas forcément la capitale du XIXe siècle, comme le proposait Benjamin, mais c'est la ville par excellence des réseaux au XIXe siècle. Alors mon argument, et ensuite je vais essayer de le valider un petit peu plus précisément, c'est dire que dans la ville numérique, on peut enregistrer de plus en plus de choses qui se passent, de choses qui arrivent, ou des traces de ce qui arrive. À partir de cela, on peut se représenter des situations plus globales, donc occurrences, situations. À partir de là, on peut construire des modèles et extrapoler des scénarios. Alors ça se base un peu sur une idée un peu philosophique que j'ai d'ailleurs empruntée à un philosophe, Pierre Lévy, qui expliquait qu'un bit d'information, ce n'est pas une chose, c'est un atome élémentaire de circonstance. Le 0 ou le 1 du bit d'information, c'est quelque chose qui arrive. C'est un système qui est dans l'état 0 ou 1. La ville numérique est en fait fondée sur toutes sortes d'occurrences élémentaires. L'information transmise par un capteur, la présence d'un individu à un endroit donné, le point bleu sur le téléphone, le « vous êtes ici », c'est un événement en fait, c'est une occurrence élémentaire. La trace d'activité comme le retrait d'argent dans un distributeur ou un appel téléphonique. Les big data sont d'ailleurs généralement constitués de quantités massives d'enregistrements de ce type, de traces de choses qui se sont passées. À partir de là, on peut construire, si vous avez suffisamment de choses comme ça, des images plus globales de ce que j'appellerais des situations. Par exemple, aujourd'hui, il nous paraît absolument banal d'avoir l'état du trafic en Île-de-France, mais l'état du trafic en Île-de-France, c'est parce qu'on a toutes ces traces de choses qui se sont passées, de véhicules qui sont passés ici ou là, etc., etc. À partir de là, une fois qu'on a tout ça, et ça c'est le grand vertige des big data, on peut construire des modèles. On va simuler, bâtir des scénarios. Et la simulation urbaine et le scénario sont des activités florissantes. Ici, vous avez une simulation destinée à permettre aux villes de tester la résilience de leurs infrastructures vitales en cas de tremblement de terre, par exemple. On n'est pas très loin de SimCity, d'ailleurs.
Mais il faut se souvenir que SimCity, en fait, le moteur du jeu SimCity est très lié aux expériences de simulation urbaine des années 50-60. Du coup, on peut donc encore une fois bâtir des scénarios. Pareil sur le crime. Actuellement, toutes les questions enregistrement des traces des crimes passés, modélisation, prévision, toutes ces choses-là sont en train de transformer le vocabulaire de la sécurité, avec finalement une ville qui devient une affaire de... Le futur de la ville devient plus une affaire de scénario que de plan. Et il est très frappant, alors c'est souvent lié à ce qu'on appelle parfois dans la presse le tournant narratif, à quel point les villes se pensent aujourd'hui sur le mode du scénario. Quand Londres se rêve comme un mélange curieux de Shanghai et d'une ville verte à l'européenne, on est en fait dans le scénario. Du coup, d'ailleurs, la tentation d'explorer le futur des villes au travers d'événements, de festivals, pensons au rôle des Jeux Olympiques, mais aussi, il se trouve, il y a quelques années, quand même, des fois, mes prédictions ne tombent pas complètement à plat. J'avais écrit un article sur le rôle de Paris-Plage pour penser le futur de la circulation dans Paris. On est là-dedans, dans une espèce de festivalisation. Ce qui, pour moi, permet aussi de comprendre le rôle de la star architecture, qui, pour moi, a quand même des côtés énigmatiques. Pourquoi y a-t-il eu ce comeback des architectes sous l'effet de la star architecture? La réponse, c'est que c'est une architecture qui est censée catalyser des scénarios. Et c'est ce qu'on voit très très nettement avec le Guggenheim de Bilbao de Guéry. Donc j'espère avoir fait comprendre un peu ce qui se passe. Donc une ville dans laquelle, bien sûr, les flux restent importants, mais il se trouve que les flux, maintenant, on est capable de descendre à un niveau presque atomique, au niveau des traces, finalement des circulations atomiques qui les constituent. Pensez par exemple, et je dirais du coup ce qui devient le plus déterminant, c'est le plan sur lequel toutes ces occurrences se passent. Prenez par exemple le passage du taxi à Uber. Uber, c'est quoi? C'est un système d'occurrence, des événements de communication, chauffeur potentiel, rencontre client potentiel. Et je dirais, et c'est l'organisation de cette espèce de terreau événementiel qui commence à importer. Du coup, pour moi, ce qui est en train de se jouer, c'est une espèce de départ assez fondamental, d'éloignement d'une vision des villes en termes de flux, simplement, et de réseaux, tels qu'on les avait hérités du XIXe siècle. Donc ça, c'était probablement l'hypothèse la plus compliquée, c'est celle que j'ai toujours des difficultés à communiquer. Plus simple, mais on a l'impression de sauter dans la science-fiction. L'idée, quand même, qu'à terme, intelligent, il va falloir prendre ça de façon plus littérale qu'on ne le fait souvent, parce que le développement du numérique, c'est aussi un déploiement formidable d'algorithmes, etc., mais aussi de formes d'intelligence non humaine, qui sont encore un peu rudimentaires, mais qui pourraient un jour déboucher sur des formes nouvelles de conscience collective. Après tout, regardez déjà ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est dans des formes d'intelligence collective qui sont assez difficilement réductibles à ce qu'on connaissait traditionnellement. C'est quelque chose d'un autre genre. Alors ça peut paraître de la science-fiction, mais encore une fois, si on prend en compte le côté autoréalisateur du numérique, il est quand même très très frappant qu'aujourd'hui il y a un désir d'intelligence artificielle, désir effrayé. Les gens comme Stephen Hawking nous mettent en garde contre ça. Et regardez ces dernières années les progrès de la robotique. Les robots sont en train progressivement d'entrer dans nos vies parce que là encore nous le voulons. Alors, est-ce qu'on va évidemment vers les dangers maintes fois dénoncés de la super-intelligence artificielle, genre 2001 de l'Odyssée de l'espace avec HAL 9000 ou dans Terminator? C'est pas franchement, c'est là où je quitterai la science-fiction. Je pense qu'on va par contre réellement vers des formes un peu différentes de collectifs, avec des acteurs humains et aussi des acteurs non humains, des formes d'intelligence non humaine. Alors pour moi, ça a un certain nombre de conséquences, l'une sur laquelle je vais revenir dans un instant, qui est la nécessité de repenser le politique. C'est-à-dire qu'une assemblée, et aujourd'hui, c'est pas uniquement des hommes et des femmes, c'est des hommes et des femmes et des algorithmes. Comment s'organisent les mécanismes de la représentation politique dans un tel contexte? Toutes ces questions se posent. Et puis une question, par exemple, très idiote, mais est-ce que les algorithmes sont responsables pénalement? Vous prenez quand même tous les programmes aujourd'hui qui sont sur la prévision du crime. Bon, là aussi, dans le genre anticipation, Minority Report posait déjà cette question, mais qui est responsable? Et ça va se poser en matière de sécurité de façon de plus en plus nette.
Alors j'ai fini sur mes 4 hypothèses, maintenant je voudrais assez vite essayer de passer en revue donc 3 types de problèmes, assez vastes, mais sur lesquels je voudrais dire 2-3 choses pour essayer d'affiner un peu tout ça. La première, c'est les questions de gouvernance et de politique. La ville numérique, pour moi, ça correspond à la montée de toute une série d'interrogations concernant la gouvernance des villes, mais aussi la politique. J'ai tendance à penser que c'est peut-être à ce niveau que la politique des hommes risque de changer le plus. Elle pourrait avoir à se recomposer davantage qu'au niveau des États nationaux. Alors, il y a des problèmes, derrière ça, gouvernance, etc., il y a des problèmes très très concrets de surveillance, de recueil des données. J'ai prévu de terminer normalement à 6 heures, si Dieu m'accorde vie. Et sinon, écoute, il faudra me taper sur les doigts, mais je vais essayer. Il y a des problèmes tout à fait concrets et avec des expérimentations qui posent des problèmes. Lorsque les promoteurs de Hudson Yards se proposent en liaison avec le Center for Urban Science and Progress de la New York University de créer la première communauté quantifiée, the first quantified community, et en suivant ce que font les gens du quartier, etc., ça pose quand même des petits problèmes. Derrière ça, il y a aussi d'autres problèmes, des problèmes liés au big data. Leur opérationnalité, on le sait, dépend du décloisonnement des services municipaux, qui fonctionnaient souvent en silo. Du coup, il y a quand même une remise en question très profonde des organisations qui commence à s'amorcer, qui s'est amorcée dans les entreprises, etc., mais les villes vont connaître les mêmes problèmes. Des problèmes bien sûr plus généraux, où la gouvernance rencontre la politique. Qui possède les data? Qui peut y accéder? Le mouvement open data, où passent ses limites? Elles passent forcément quelque part. Alors, il y a des problèmes de fonctionnement ensuite de la représentation politique. On n'agit pas de la même façon en ligne que dans le monde physique. Dominique Cardon a écrit quelques textes tout à fait éclairants là-dessus. On peut acquérir, par exemple, online, une influence sans proportion avec le nombre de corps physiques qu'on ressemble, qu'on représente. Il y a une influence des algorithmes, on le sait aussi. Donc, il y a toutes ces questions. Cela dit, et peut-être suis-je américain en ce sens que je pense qu'il n'y a pas de fatalité, car le numérique, ça peut aussi servir à l'émancipation des individus et à la création de collectifs riches de promesses. Du coup, en revenant à la ville intelligente comme idéal, cette ambiguïté se traduit par la coexistence finalement de 2 visées. La première, c'est une visée finalement descendante, top-down, qui est complètement pénétrée d'idéaux néo-cybernétiques, donc très inspirés par les rêves de pilotage rationnel des années 50-60, avec l'idée finalement, la cybernétique, rappelons que c'était lié, ça vient finalement de Kyber, qui renvoie à l'idée de pilotage. Donc, dans une ville qui devient de plus en plus faite de ce qui arrive, faire arriver les bonnes choses et pas les mauvaises, promouvoir les bons scénarios. Et là, il y a la réalisation totalement emblématique, qui d'ailleurs est plus storytelling que nécessairement quelque chose qui a transformé la ville, du centre opérationnel de Rio, conçu avec l'aide d'IBM, avec donc le super control room. De façon assez amusante, dans le livre, là j'essaie d'être malthusien sur les diapos, mais dans le livre j'ai une assez jolie diapo, j'ai une assez jolie image de control room des années 50. En fait, c'est des idées qui remontent aux années 50, en liaison directe avec la cybernétique et la théorie des systèmes. Alors ça, c'est un type d'idéal qu'on trouve dans, je ne vais pas donner des noms, mais qu'on trouve dans certaines villes, qui fait parfois rêver les maires, qui ne rêverait de gérer sa ville comme un joueur de SimCity. Manque de peau, ça marche difficilement en pratique. Et puis, il y a quand même un autre idéal, celui d'une ville plus collaborative, plus liée à l'initiative citoyenne, et qui donnerait finalement plus d'importance aux habitants, aux citoyens. Il est à cet égard intéressant qu'à Rio, on trouve aussi un mouvement de protestation, etc., organisé en partie aussi sur l'Internet, et Mon-Rio, Omeo Rio, qui est en fait une espèce de contrepartie à cette espèce d'Operation Center. Alors, ce que je voudrais dire à ce stade, c'est qu'il faut imaginer que ni l'un ni l'autre de ces idéaux, à l'état chimiquement pur, enfin de ces interprétations de l'idéal de la ville intelligente, ne sont probablement viables. Le modèle top-down, c'est parce qu'on n'a jamais vu les villes se transformer en jeux vidéo géants pour maires un peu adolescents. Ça ne marche pas. Donc, ça fait courir des tas de risques en plus, etc. Mais le modèle bottom-up, je dirais le spontanéisme généralisé, on ne gère pas certains systèmes techniques ou certains problèmes forcément à force de spontanéisme. Donc peut-être faut-il imaginer des combinaisons entre les deux.
Combinaisons qui sont d'autant plus faciles à faire qu'en fait, derrière cette apparente opposition, et c'est pour ça qu'au début j'ai dit un idéal, c'est qu'en fait il y a des choses qui circulent entre le modèle top-down et le modèle bottom-up, le modèle néo-cybernétique et son inverse. La première chose qui circule, c'est en fait l'importance cruciale donnée aux individus. Le bottom-up comme le top-down, ça marche quand même parce que les individus sont connectés, laissent des traces, etc., etc. Évidemment, avec des individus qui sont plus tout à fait les individus qu'on connaissait. C'est des genres de cyborgs, très équipés, etc. Rappelons d'ailleurs que la figure du cyborg, c'est à la fois une figure du top-down, de l'establishment militaro-industriel qui équipe le combattant idéal, mais c'est aussi une figure du bottom-up, et l'anthropologue américaine Donna Haraway a écrit un Cyborg Manifesto qui est tout à fait dans ces lignes-là. Alors tout ça, évidemment, est très présent aujourd'hui. Il faut ne pas oublier que le biomonitoring, le suivi biologique des populations, c'est en train de devenir une réalité, qu'il y a de plus en plus, toutes ces choses-là sont en train d'émerger. J'ai l'impression que oui, voilà, donc ça c'était les cyborgs, et bon, par exemple, les timbres. Alors maintenant, vous avez même des gens qui réfléchissent, non plus des patchs qu'on vous met sur la peau, mais qu'on vous colle à l'intérieur du corps sur les organes. Donc ces choses-là sont en route, vous avez tous lu sur Twitter, et la grippe, etc., etc. Tout ça est bien connu. Ce qui me semble important de noter, c'est que, évidemment, il y a d'autres façons de penser l'individu que le cyborg. Par exemple, probablement penser à un individu qui est à la fois diffus et en réseau. Ça, sur la gauche, vous avez le réseau Facebook d'une adolescente somalienne, et puis en même temps regroupé, tentant d'être un espèce d'urban warrior, et je dirais l'âge de la sociabilité en réseau est aussi l'âge du tatouage, qui semble marquer une espèce de différence irréductible entre moi et les autres. Donc il faut probablement penser toute cette complexité de l'individu contemporain. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut probablement envisager des combinaisons. Et il y a des exemples. C'est-à-dire, par exemple, Wikipédia, on pense souvent que Wikipédia, c'est du purement spontanéiste collaboratif. En fait, c'est un assemblage de procédures complètement automatisées. Si vous écrivez que la première guerre de 14 a débuté en 1917, vous allez avoir un automate qui va corriger ça. Et puis, en même temps, de questions plus complètes, si vous éditez l'article consacré à Marine Le Pen aujourd'hui, il risque d'y avoir une réunion d'êtres humains pour en parler. Donc, vous avez en fait un mélange de procédures humaines, d'algorithmes, etc. Donc, ces choses-là se combinent. J'aimerais imaginer la ville intelligente de l'avenir comme un océan de choses collaboratives dans lequel existe un certain nombre de noyaux durs néo-cybernétiques autour de quelques systèmes. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai plus que 10 minutes. Le deuxième point, alors là, je vais prendre quelques risques, c'est de faire quelques essais, non pas de prédiction, mais de où ça peut aller en matière de forme urbaine et de rapport aux infrastructures. Ça, ce n'était pas dans le livre français. Alors, la première chose à dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'impact. Il faut quand même être clair en termes de forme urbaine. À part le mobilier intelligent, tout le monde étudie des bancs avec capteurs solaires, prises USB, etc. De Deco, ici, c'est un truc à Boston, mais c'est assez général. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, soyons clairs, Paris ou Manhattan ne vont probablement pas se changer complètement de trame urbaine, etc. Cela dit, on va beaucoup construire de quartiers neufs dans les décennies qui viennent. Et donc, il n'est pas impossible que les façons de concevoir les villes changent, avec notamment, par exemple, l'hypothèse que je ferais assez volontiers, c'est que les villes traditionnelles avaient une espèce d'obsession de la lisibilité, comme si elles devaient être leur propre carte. Aujourd'hui, on peut penser des villes plus complexes parce que grâce à l'espace augmenté, en fait, la complexité, elle est plus forcément spatiale. Vous pouvez avoir une très grande complexité d'usage d'espaces qui, par ailleurs, sont très enchevêtrés. Du coup, on pourrait retrouver... Ah oui, ça, c'était juste pour dire que Songdo, tout ça, c'est extrêmement conservateur en matière urbaine. Quand on se prétend mélanger Central Park, les boulevards parisiens et les canaux de Venise, on n'est pas franchement dans l'inédit. Par contre, on peut imaginer assez curieusement qu'une certaine forme de complexité vernaculaire d'autrefois puisse redevenir des modèles d'urbanisme plus tridimensionnels, plus enchevêtrés. Ce n'est pas complètement impossible à imaginer. Alors, deuxième tentative, je dirais, de spéculation, et là je suis conscient, je suis dans la spéculation, mais qui, là aussi on a quand même des indices, c'est la montée en puissance de la question de l'intérieur.
et de la ville comme intérieur. Quand Rem Koolhaas annonçait ça dans les années 80-90, à l'époque de Delirious New York, probablement on n'avait pas encore complètement fini de comprendre que cette intériorisation avait à voir avec les questions de sécurité, d'environnement, et puis plus généralement avec le numérique. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'on va aussi vers des villes de très gros objets, de macros-objets, dans lesquels vous avez une espèce d'internalisation de la ville, pour plein de raisons, c'est qu'on peut sécuriser, etc., une multiplication d'intérieurs urbains. Alors, il y a, pour les analystes un peu fins de la scène architecturale, il y a des choses qui semblent aller dans ce sens, parfois de façon assez surprenante. Par exemple, la mode de ce qu'on appelle en américain le stacking, l'empilement, où on suit plus, on n'extrude pas le plan, mais on fait des espèces d'empilements comme ça. Pour ceux qui ont regardé, enfin, par exemple, dans la série La Occupied de Arte, vous avez le siège du gouvernement de Norvège. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai siège du gouvernement de Norvège, mais il est typique de cette tendance, je ne pense pas non plus, mais il est typique de cette tendance au stacking, par exemple. Ça, c'est un projet à Singapour, d'OMA, typique de ça. Alors, une autre façon de mesurer ces changements, c'est en regardant les infrastructures et ce qui est en train de leur arriver. Il faut bien voir qu'une infrastructure traditionnelle, on l'a pensé en termes de flux. Aujourd'hui, quand vous savez quand va arriver le métro ou le bus, quand vous savez, etc., les aspects événementiels sur votre smartphone, ça devient de plus en plus présent, c'est-à-dire des événements qui vont vous permettre de monter, etc., dans le train. Avec, du coup, des choses très curieuses. Les historiens ont longuement étudié, par exemple, le passage de la pensée des itinéraires linéaires qui caractérisaient la pensée des infrastructures jusqu'au XVIIIe siècle à la figure du réseau, de la nappe, etc. Là, vous avez, par exemple, sur la droite, un atlas du XVIIe, où on voit que les routes anglaises, par exemple, on ne les pense pas comme des mailles, on les pense comme des itinéraires. Mais il est assez intéressant de constater qu'aujourd'hui, le GPS nous replonge dans des logiques de ce genre, dans laquelle, finalement, peu importe qu'on soit sur un bout d'autoroute, un bout de nationale, ou qu'on tourne à droite dans une petite rue, en fait, tout ça est mis en séquence dans des itinéraires. Alors l'idée derrière ça, c'est de dire que peut-être qu'on va vers un plus grand éclectisme dans l'usage des ressources de transport, dans des combinaisons de plus en plus hybrides et éclectiques entre toutes sortes de modes de transport. Parce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on peut articuler un bout de trajet en vélo et un bout de trajet en bus. Et tout ça fait complètement exploser, je dirais, les figures traditionnelles du réseau comme pensée unique, finalement, du transport urbain. Alors, il y a d'autres choses qui sont en train d'ébranler la notion de réseau. Par exemple, toutes les questions liées aux logiques environnementales, avec le désir, par exemple, d'autonomie des immeubles. BZ, par exemple, tout cet imaginaire de l'immeuble déconnectable, qui est très très fort aujourd'hui, qui pose d'ailleurs des questions. Avec aussi toutes les idées de synergie locale, au lieu d'avoir des effets, le fameux modèle de Hamarby. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui semblent quand même aller dans le sens d'une transformation de la façon dont on va composer les villes, de la façon dont on va penser le rapport à l'infrastructure, etc. Alors, si la forme de la ville change lentement, les cartes, et là, il me reste 5 minutes, donc je vais aller très très vite, sont en train d'exploser. Bon, ok, alors si j'ai 5 minutes de plus, je devrais terminer. Alors, les cartes sont en train d'exploser. Les cartes reflètent aujourd'hui cette espèce de diversité. Je dis souvent, finalement, la carte, c'est un peu comme le sensorium actuel de la ville. C'est un peu l'espace dans lequel toutes ces choses-là sont rendues visibles et sensibles. À la fois que ça soit pour les autorités, top-down, ça fait partie de ces programmes de simulation qu'on vend à tour de bras aux municipalités qui en ont les moyens, mais aussi du bottom-up. Par exemple, ce qui m'arrive à moi. Et les artistes, par exemple, ça c'est un artiste, Christian Nold, qui faisait des cartes émotionnelles, mais aujourd'hui, vous pouvez faire votre carte émotionnelle de la ville, vous pouvez la partager avec vos amis, vous pouvez faire toute une série de choses sur ce qui vous arrive à vous, et une espèce de bottom-up. La carte, c'est aussi un instrument de pouvoir, mais c'est aussi un instrument de contre-pouvoir. Le site IC vous propose, par exemple, de trouver un itinéraire qui minimise votre passage devant les caméras de sécurité à Manhattan. Vous noterez l'actualité de ce type de problème aujourd'hui et évidemment les problèmes que ça pose dans le contexte actuel. Bon, vous avez aussi des cartes qui sont, quand je disais, les cartes sont politiques. Quand Laura Kurgan, à laquelle Ariella et moi-même ont emprunté cette très belle représentation, les Million Dollar Block, qui est une carte finalement de certains quartiers de New York dans lesquels les populations, le coût d'incarcération des gens dont l'adresse officielle est dans le bloc d'incarcération dans les prisons américaines dépasse $1 million.
Ça donne une carte assez saisissante de New York, avec donc les blocs qui coûtent plus d'$1 million au système pénitentiaire américain. Évidemment, ça donne à réfléchir, et d'ailleurs le truc était commandité par le ministère de la Justice américain. Ça donne à réfléchir, et une autre carte encore plus saisissante sur les prisonniers qui partent en prison et reviennent de prison dans le Grand New York, et on se rend compte qu'en fait c'est quasiment comme une immigration pendulaire, tout à fait spectaculaire. Alors les cartes sont bien évidemment... il n'y en a pas beaucoup dans l'Upper East Side, mais le Bronx, certaines parties de Brooklyn, le Bronx beaucoup, mais Brooklyn aussi, etc. Bon, les cartes, c'est aussi une façon aujourd'hui d'arbitrer entre finalement le top-down et le bottom-up. Pensez à toutes les cartes, ça c'est Carticipe, toutes ces applications censées permettre aux choses de se rencontrer. Alors je vais aller rapidement, les cartes sont politiques au fond. Elles sont politiques en ce sens aussi de reconfiguration des rapports entre l'individu et le collectif. Alors, c'est à ce stade que je voulais revenir à cette question d'esthétique, mais plus au sens que donne le philosophe Jacques Rancière à l'esthétique, en parlant de régime esthétique, en faisant l'hypothèse que toute société est caractérisée par des régimes esthétiques qui prescrivent qui a le droit de voir quoi. Et les cartes aujourd'hui, parce que les datas, les séries de 1 et de 0, ça n'a aucun sens sorti pour les gens capables de lire le listing et qui savent de quoi on parle, les cartes sont devenues un instrument tout à fait clé dans la compréhension de ce qui arrive et dans aussi le formatage et finalement de la compréhension de la ville. Et du coup, elles sont esthétiques au sens de Rancière, elles participent de régimes de visibilité auxquels il faut réfléchir. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai des conseils absolument bouleversants à donner à des aménageurs, ce n'est pas mon rôle. J'ai quand même essayé, je me suis dit que depuis qu'Ariella m'a invité, je me suis dit il faut quand même que je commence sérieusement à réfléchir, donc dans un an j'aurai des choses à vous dire. Mais en attendant, quelques petites choses quand même. La première, c'est que l'espace compte plus que jamais. Et que la plus grande... Et pour prendre un exemple, vous prenez les universités, une partie des activités vont passer en ligne, c'est clair. Il y aura moins de cours magistraux, etc. Mais la vraie question, ce n'est pas ce qui va passer en ligne, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'espace physique. D'ailleurs, vous prenez toutes les grandes universités qui ont déployé des MOOCs comme Stanford, etc. Stanford, leur grande question, c'est qu'est-ce que c'est que l'unique Stanford Experience pour laquelle on paye $50 000 au lieu de juste quelques milliers de dollars de MOOCs. Donc, l'espace compte, plus que jamais. Deuxième chose quand même, pensez qu'on dessine plus dans l'espace seulement. Il va falloir de plus en plus dessiner, concevoir dans l'espace physique et dans l'espace électronique simultanément. L'architecte japonais Toyo Ito disait qu'il faut dessiner pour des gens qui ont deux corps, un corps physique, un corps électronique. N'allons peut-être pas jusque-là. Mais j'avais proposé, par exemple, pour Saclay, de concevoir un learning center qui soit à la fois un bâtiment physique et un réseau social. Je pense en tout cas que c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est comment on dessine réellement dans une situation de réalité augmentée. Autre question qui pour moi n'est pas du luxe en ces temps de sustainability, c'est comment penser la solidarité entre les parties de la ville autrement, sur un autre mode que la composition urbaine. Vous pouvez aligner des immeubles comme BZ, mais s'ils refusent de dialoguer avec les autres, les uns avec les autres, aligner les isolats urbains n'est peut-être pas la question. Donc comment repense-t-on la solidarité urbaine en des temps où la composition urbaine n'est plus forcément le problème. Dernier point pour moi, qui peut paraître un peu plus cérébral, mais qui me paraît tout aussi urgent, il y a un problème, comment repenser l'infrastructure suivant d'autres modèles que le réseau classique. C'est un problème épistémologique, mais c'est aussi un problème très concret aujourd'hui. Quand, par exemple, il y a une compagnie à Boston, Busbridge, qui, à partir du big data, fait circuler ses bus en optimisant l'endroit où ils passent, etc. C'est quoi ce genre de choses? Ce n'est pas un réseau traditionnel. Comment on pense ça? Alors, pour terminer, dans les 5 dernières minutes, ça, c'est en général la partie qu'aiment pas trop mes petits camarades des dot-com et autres, c'est sur les limites de tout ça. Parce que ça me semble tout aussi important. Première limite, les villes intelligentes, il faut se dire que ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a des limites liées à la sécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, encore une fois, que parce qu'on aura du numérique, on va être capable, je dirais par exemple, la traque du terroriste. Il n'est pas dit, contrairement à ce qu'on s'imagine, que ça va être tellement mieux.
Boston, par exemple, a été un échec massif des réseaux sociaux de ce point de vue-là. Donc il y a quelque chose à méditer là-dessus. Il y a des questions d'obsolescence. Si les atomes, on sait comment ça vieillit. Les bits d'information, on est très, très désarmé devant la question de l'obsolescence. Et en fait, comment vont vieillir les villes intelligentes? Ça, franchement, c'est une question compliquée. L'historien en moi sait que, par exemple, si vous avez du papier non acide, donc pas du 19e, et que vous l'enfermez dans une pièce relativement sèche, vous réouvrez au bout de 2 siècles, et vous avez la même chose. Si vous prenez des disques durs, vous enfermez dans une pièce même sèche, et vous réouvrez au bout de 2 siècles, qu'est-ce que vous allez avoir entre les formats, les problèmes de hardware, etc. La réponse est on n'en sait rien. Alors, autre question, la question environnementale. On n'en parle pas assez, mais le numérique, bien sûr que c'est probablement quelque chose qui va nous permettre d'améliorer les choses. C'est d'ailleurs pas difficile, vu le degré de gabegie actuel. Mais bon, ne pas oublier que le cloud, ça dépense beaucoup d'énergie, qu'une recherche sur Google, ça dépense de l'énergie. Alors, c'est un problème collectif, c'est aussi un problème individuel. Toutes les recherches Google inspirées par la dernière émission de télé qu'on vient de lire, ou le Who's That Guy typique de Réunion, n'est pas bon. Il faut probablement... Il est très frappant qu'on tienne un discours sur la frugalité en matière énergétique et que, grâce à la Silicon Valley, on nous tient un discours complètement débridé sur le fait que le numérique est sans limite, etc. Le numérique a des limites énergétiques. Et donc, il faut les réaliser. Du coup, une véritable économie de la ville intelligente reste à inventer. Alors, autre question, je vais aller très vite, parce que mes 5 minutes supplémentaires s'épuisent. On est en général toujours dans des modèles monolithiques. La ville intelligente, on a tendance à penser que c'est une ville pour Bac plus 12 qui va ressembler à la Silicon Valley ou à Cambridge, Massachusetts. Et du coup, ça donne en Inde, voilà ce qui est censé être une ville intelligente indienne. C'est pas quand même complètement plausible pour qui connaît l'Inde. Enfin, c'est plausible, mais sur le mode du ghetto. Et est-ce que c'est ça qui est réellement la solution à grande échelle des problèmes de la plus grande démocratie du monde, comme l'Inde aime à se définir? C'est peut-être pas le problème. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut diversifier les modèles. Ça veut dire qu'il y a des modèles de... Qu'est-ce que c'est qu'une ville industrielle intelligente? Qu'est-ce que c'est qu'une banlieue intelligente, qu'un grand périurbain intelligent? Parce qu'on sait rendre Manhattan intelligent, c'est facile. Paris aussi. Mais qu'est-ce que c'est que du grand périurbain intelligent? Qu'est-ce même que de la campagne intelligente? Toutes ces questions-là se posent, donc il faut modifier les modèles. Dernier point, et je vais revenir à des questions un petit peu plus, entre guillemets, philosophiques, mais pas tant que ça finalement. Bon, c'était pour dire que la ville intelligente, c'est plutôt ça. Catherine Boo, qui a écrit donc Behind the Beautiful Forever, livre sur le Darwaldi, m'avait expliqué qu'en fait les ados à Mumbai financent leur téléphone portable en louant le téléphone portable aux adultes pour qu'ils puissent regarder du porno. Mine de rien, bon, c'est pas forcément recommandable, mais c'est quand même vachement intelligent. Donc peut-être que l'intelligence, c'est pas ça, mais c'est ça, la ville intelligente dans le cas de Mumbai. Globalement, la ville européenne classique, disons, l'équipement des infrastructures en capteur, c'est peut-être une chose, mais lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure à équiper en capteur, il faut penser à d'autres choses. Bien, dernier point sur lequel je voulais venir, c'est que revenir à cette question quand même un peu du rapport à l'obsolescence et aussi à l'histoire. Les villes traditionnelles, on savait comment elles vieillissaient, comment elles se sédimentaient, comment on les écrivait comme des palimpsestes dans lesquels les interventions se recouvraient les unes des autres. Paris en est un bel exemple avec ses stratifications 17e, 18e, 19e et même jusqu'aux années 50. Le problème du numérique, c'est que le numérique nous a plongé dans une espèce d'illusion de présent perpétuel, ce que l'historien François Hartog appelait la tentation du présentisme. Et il est vrai que du coup, on a tendance à croire que les villes intelligentes, c'est des villes où il va se passer à tout instant quelque chose, mais les villes où il se passe à tout instant quelque chose sont peut-être des villes où il ne se passe rien. Et il y a un travail, ça me rappelle toujours cette publicité pour je ne sais plus quel grand magasin, je crois que c'était à tout instant il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette, mais Las Vegas, c'est un peu pareil.
À tout instant, il s'y passe quelque chose, et d'une certaine façon, se passe-t-il quelque chose à Las Vegas? Du coup, cette nécessité peut-être de réfléchir, et c'est pour ça aussi pour moi que la focale historique est importante, pour réinscrire la thématique, la ville intelligente, dans l'histoire, dans une pensée un peu de l'histoire urbaine, et de savoir que finalement, il y a toujours des lendemains de nos présents. Voilà, j'ai terminé, j'ai pris 5 minutes de plus, je m'en excuse. Merci. Merci Antoine pour cet exposé très très clair et très stimulant qui pose énormément de questions, je pense, qui seront soulevées par le public ici présent, notamment sur la responsabilité, les responsabilités mutuelles, les schémas vers lesquels nous allons, les modes de vie, les questions aussi d'économie et de financement, qui paye, qui gagne. Donc de très nombreuses questions seront posées. Mais je pense que d'abord Jean-Luc Charles, qui est aménageur, qui a été sans doute très très stimulé par cette présentation, va réagir, d'autant plus que lui-même met en œuvre déjà d'une certaine manière cette ville intelligente. Et à visiter, oui je voulais rajouter ça, et à visiter cette ville intelligente de Corée, totalement terrifiante. Donc on a vu une très, très petite image qui est très laide et où tout le monde est contrôlé. Ouais. Et qui est représentée au fond, qui est aujourd'hui l'image qu'on a de la ville intelligente, de la ville numérique. C'est le modèle. Merci Antoine, merci Ariella. J'espère que vous saisissez la complexité de ma tâche, tant la matière est importante. La Samoa a apprécié ou a appréhendé effectivement la ville intelligente via Songdo. C'était en 2012. On a fait un voyage d'études. Et on s'est dit assez vite que c'était peut-être pas le modèle qu'on allait suivre. Encore que ça a été pour nous source de réflexion, à défaut d'être source d'inspiration. Je vais revenir sur l'idée d'Antoine d'idéal autoréalisateur. Et je vais essayer de répondre à une question, vu de la place d'un aménageur, une question qui est la suivante. De quoi la ville intelligente est-elle l'idéal autoréalisateur? En fait, et quand on est aménageur, on s'aperçoit qu'on est confronté à une double approche ou à une double logique. Il y a certes des évolutions, mais cette double approche est toujours perceptible. Je ne veux pas les opposer. Je ne pense pas qu'il y a une bonne ville intelligente et une ville intelligente qu'il faudrait récuser. Je pense qu'au contraire, il faudra réaliser un mix ou une combinaison de ces deux approches. Antoine, dans votre ouvrage, vous dites que la ville est un organisme complexe, un mix d'organisation humaine, ça renvoie à la civitas en latin, et d'infrastructures techniques. Donc c'est l'URPS en fait, la ville dans ses formes et sa matérialité. Je pense qu'on est, au travers de la ville intelligente, confronté à ces deux visions. La ville cyborg, ou la data police, telle que l'a définie Francis Pisani, ou la ville créative, ou la participolice, de l'autre côté. Ces deux figures, en fait, deux fictions, à partir desquelles, en fait, l'aménageur doit travailler. On a d'un côté la figure d'une ville qui est pilotée par, d'une certaine manière, des ingénieurs ou des informaticiens. C'est une ville qui est centrée sur ses grandes fonctions, les grands services urbains. D'une certaine manière, pour nous aménageurs, on est dans le pays de connaissance. On a déjà fait ça. La ville est faite de réseaux et d'infrastructures. On travaille, quand on aménage de l'espace public, sur ce qui fait le fondement de la ville. Pour autant, on est confronté à des coups de boutoir, d'une certaine manière, puisque un certain nombre de grands opérateurs, de grandes compagnies ont vu qu'avec le numérique, il y avait la possibilité d'ouvrir un marché qu'on a considéré comme extrêmement important. Et donc, ce qui est en jeu, c'est une économie servicielle construite sur des smart grids, avec des intégrateurs, et puis un certain nombre de grandes sociétés de services maintenant qui essayent de proposer des modèles. Et donc, Songlo est l'expression d'un de ces modèles. Ce modèle est présent en France. Donc, quand le ministère de l'économie propose que 3 grands majors puissent expérimenter cette vision de la ville sur 3 sites expérimentaux qui deviendraient des vitrines du savoir-faire français pour exporter à l'international,
on est dans ce paradigme-là, en fait. Hein. Et ça interroge les aménageurs comme nous. La Samoa a été sollicitée. Est-ce qu'on participe de cette construction de la ville ? Est-ce qu'on a envie d'être un modèle ? Est-ce qu'on a envie de construire une vitrine qui servirait en quelque sorte une stratégie de souveraineté ? Parce qu'il faut dire que Songdo repose sur l'idée que la Corée va pouvoir se déployer et se développer avec le thème de la ville intelligente. Ça renvoie à une deuxième difficulté quand on est aménageur, c'est que construire la ville à partir de réseaux et d'infrastructures pose assez rapidement les limites de l'aménageur. Moi, je dis que je suis compétent pour réaliser la ville intelligente à l'échelle d'un bâtiment, d'un îlot. Dès qu'on arrive à l'échelle du quartier, je suis obligé de me retourner auprès de ma tutelle, entre guillemets, c'est-à-dire Nantes Métropole, en disant mais quelle stratégie déployez-vous? Quelle vision avez-vous de l'organisation de la ville sur un territoire qui fait 80 hectares et qui va accueillir 10 000 personnes dans les 10 ans qui viennent? Et là, effectivement, on bute sur une question qui est la question de l'organisation, puisqu'on a des services organisés en silos par métier et l'approche de la ville intelligente nécessite qu'on change de mode d'organisation, de mode de pensée de la ville, qu'on construise des doctrines qui dépassent les logiques de métier. Et ça, c'est une des premières limites que je rencontre comme aménageur. D'autres villes ont avancé sans doute plus rapidement qu'à Nantes et c'est un travail qui est en cours actuellement. Est-ce que tu peux préciser concrètement ce que ça veut dire et ce qu'on attend de la collectivité et qu'est-ce que ça veut dire que de fabriquer la ville intelligente à l'échelle des réseaux d'infrastructures c'est des questions aussi simples qui ont trait au mix énergétique. Quel mix énergétique quelles sont la nature des appareillages que je mets sur les réseaux, en quoi et comment j'essaye d'inventer de nouvelles approches sur l'éclairage public. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées, que je me dois de poser au service de Nantes Métropole et pour lequel nous devons construire des réponses collectives. Voilà. Hein, donc, et en quoi et d'ailleurs et pourquoi ce futur carré anticipe d'un déploiement en fait de ces réseaux intelligents à l'échelle de la métropole dans un deuxième temps. Voilà. Ça renvoie aussi à la question de l'obsolescence parce que on voit bien que sur la ville des réseaux intelligents, des smart grids, on est sur des temps longs. Voilà. Il n'en est pas du tout de même sur la ville créative, ce que Francis Pisani appelle la participolis. Là, on est sur la figure d'une ville qui est animée par des collectifs et qui est centrée sur les citoyens et sur l'usager. Donc le point de vue est décalé. Et le numérique et la culture numérique permet ça. C'est-à-dire que le cinquième écran, hein, le smartphone, vous met en relation organique et intime avec la ville et vous avez la possibilité de rentrer de plein pied dans le champ social et dans ce qui fait la vie même de la cité. C'est une ville qui est donc centrée sur des usages, sur des commodités qui sont offertes et ça renvoie à des formes d'économie qui sont émergentes. On n'en connaît pas la solidité. Je ne sais pas quelle est la solidité, moi, de ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie partagée. On voit bien les difficultés qu'a l'économie sociale et solidaire à se déployer et à se structurer. En tout cas, on est sur une économie qui est par définition partagée, contributive. On est dans ce qu'on appelle l'open innovation. Et donc, la ville... Quand on travaille sur ce champ-là, sur cet idéal auto-réalisateur, fonctionne sur des temps qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que quand je travaille avec les créatifs du quartier de la création, des start-upers, leur horizon, c'est 2 mois, 4 mois, 6 mois. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le quartier de la création, c'est quoi ? Alors, le quartier de la création, c'est un projet qui consiste à construire une centralité dans un centre d'agglomération élargi à Nantes, autour d'un campus urbain, un cluster qui est dédié aux industries créatives et culturelles. Voilà. Donc c'est un cluster qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que il est interdisciplinaire. Donc il n'est pas lié à une filière spécifique, hein, comme Saint-Étienne est accroché à la filière du design ou la Seine-Saint-Denis est accrochée à la filière de l'image et du cinéma.
C'est donc un cluster qui est transdisciplinaire. La deuxième caractéristique de ce cluster, c'est qu'on a fait le pari, et là on est aussi dans l'idéal autorégulateur, de concentrer sur la ville des pratiques culturelles et artistiques, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la création de valeur. Donc on a l'ambition d'avoir une centaine de chercheurs sur ce quartier de 15 hectares, de rassembler plus de 4000 étudiants et d'avoir plus d'1 millier d'emplois. On est donc dans un quartier de centre-ville. Et là, ça pose effectivement la question de savoir comment ce modèle est duplicable ou transposable en banlieue, ce qui est un vrai sujet en soi, ou en périphérie. Mais en tout cas, on est là sur un quartier en pleine effervescence et qui travaille sur des logiques d'expérimentation dans tous les domaines. Et donc, on a développé des techniques d'expérimentation sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui permettent d'avoir là un véritable laboratoire in situ et in vivo. Et c'est là, en fait, où les deux approches se rejoignent, c'est-à-dire que, comme aménageur, je mets à disposition un certain nombre d'opérations pour faire en sorte que ces créateurs se saisissent, au travers d'appels à projets ou d'appels à manifestation, des opportunités qui leur sont offertes par la ville, avec cette tension dans les temporalités, parce qu'effectivement, le court terme, quand on fait de l'aménagement, on le sait tous, hein, c'est 24 à 36 mois quand on fait de l'espace public, et plus de 48 mois quand on construit la ville, on fabrique la ville réellement. Voilà. Et donc, pour autant, la ville des Fab Labs, des City Labs, des tiers-lieux qui inventent de nouveaux modes de collaboratifs ou des nouveaux modes de travail, n'est pas éloigné ou forcément éloigné de la ville des réseaux et des smart grids. Parce que on voit que s'opère un rapprochement entre les grands groupes industriels et ces lieux créatifs, dans la mesure où, avec la révolution numérique, il y a une chose maintenant dont tous les grands groupes sont certains, c'est qu'ils sont mortels. Donc, et que les processus d'innovation dans les grandes organisations sont des choses extrêmement difficiles à concevoir et à conduire. Et donc, ce que recherchent ces grands groupes, notamment auprès de nous quand ils travaillent dans des logiques de coopération, c'est de s'imprégner de milieux ou de territoires innovants et de faire en sorte d'être en relation ou en rapport avec des start-upers, parce qu'ils savent qu'il y a ici ou là la possibilité de déclencher des champs d'innovation, de diversification pour eux. Donc on va dire que d'une certaine manière que ces grands groupes sont à l'affût, en fait, de ce qui se passe dans ces quartiers créatifs. Parce qu'ils savent qu'ils ont la possibilité, là, comme ailleurs, de déceler des signaux faibles et des évolutions de société qui sont extrêmement importantes. Voilà. J'ai été un peu long, je pense, mais en tout cas, voilà les interrogations, les enjeux ou les problématiques que peuvent rencontrer un aménageur, avec une position un peu particulière. Hein, c'est-à-dire que je suis à la fois aménageur et développeur. C'est-à-dire que je concilie des choses inconciliables. C'est pas poser d'ailleurs des problèmes de management dans mes équipes entre le pôle urbain et le pôle des créatifs, hein, entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage, hein, parce qu'on intervient de plus en plus dans des logiques de maîtrise d'usage, et ce que appelle aussi Jean Hedgen la mise en image, la maîtrise d'image. Hein. Donc on est aussi sur une logique de théâtralisation et d'éditorialisation de la ville qui présente maintenant beaucoup d'intérêt et d'importance pour les communautés et les collectivités qui sont dans... Et la jeunesse d'ailleurs, qui de manière générale se concentre dans les cœurs d'agglomération. Voilà. Merci. On applaudit aussi. Avant de vous donner la parole, donc je voulais juste faire remarquer que Nantes est traditionnellement une ville d'accueil d'initiative et que c'est pas par hasard que le quartier de la création a pris place dans ce lieu, que par ailleurs ce quartier de la création s'est quand même installé majoritairement dans des friches que vous avez su réutiliser. C'est vrai que ce patrimoine du 19e se prête particulièrement bien à ces occupations éphémères, transitoires, des aménagements que vous faites pour 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc il y a tout cet état d'esprit. Et puis il y a ce mélange entre l'art contemporain, la production, les startups, la créativité. Donc
tout ceci est une sorte d'assemblage très très particulier et qui fait l'ADN nantais et qui peut-être, dont on ne sait pas très bien quelle est la validité économique à terme, mais qui fait beaucoup beaucoup pour l'image de Nantes, beaucoup beaucoup. Et donc je pense que ce quartier de la création et toute cette démarche menée attire des entreprises à Nantes à cause de cette image un peu maintenant européenne de ville créative. Alors, on a construit ce quartier de la création autour de 3 idées. On a toujours favorisé les aménagements transitoires, parce qu'on a considéré, on l'avait noté de manière assez spontanée et naturelle, que les artistes, les créatifs, se nichent dans les plis de la ville, dans les friches, dans les lieux qui présentent des volumes capables. Et donc on a fait en sorte que ces lieux soient aménagés très sommairement. C'est de l'aménagement low cost. Hein. C'est des lieux qui sont achetés par l'aménageur, qui sont mis à la disposition des créatifs. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on gère 17 sites et on accueille environ 400 start-upers dans ces différents lieux, qui sont des écosystèmes en soi. Hein. Donc, plutôt que de travailler chez soi, on travaille en collectif. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours fait en sorte de favoriser les appropriations éphémères sur l'espace public ou dans ces lieux pour, d'une certaine manière, accompagner les prises d'initiatives collectives, quelles qu'elles soient, sans porter de jugement. Hein. Et la troisième chose, c'est que maintenant, on essaie de développer des lieux d'expérimentation ou des city labs, c'est-à-dire qu'on utilise nos propriétés, nos bâtiments ou les terrains dont on est propriétaire pour favoriser la mise en place de prototypage à l'échelle 1 ou de bancs test. Voilà. Et donc, c'est cet équilibre difficile qu'on essaye de maintenir parce que la ville avance et à un moment donné, la ville va se figer. Hein, donc, et les friches sur l'île de Nantes disparaissent quand même assez rapidement. Donc il y a une question aussi de savoir si ce modèle-là est, tient dans la durée. En tout cas, cette expérience va alimenter les futurs travaux d'Antoine Picon sur que peut faire l'aménageur. Avant de vous donner la parole, je voulais juste qu'on passe l'image du prochain 5 à 7, si c'était possible, si vous l'avez. Puisque le prochain 5 à 7 aura lieu le 23 mars sur la question du travail, qui n'est pas du tout sans lien avec ce que nous évoquons aujourd'hui. Voilà. Avec Bruno Marsloff, donc, qui est chercheur, qui est sociologue, le groupe Chronos, qui a écrit un livre, que moi j'aime beaucoup en tout cas, qui s'appelle « Travailler sans bureau fixe » et qui apporte aussi de l'eau au moulin de notre réflexion aujourd'hui sur la ville numérique, puisque si on travaille sans bureau fixe, c'est qu'on peut le faire partout, dans toute la ville, ce qui change le modèle de la ville. Et le débatteur sera Jean-Luc Poitvin, ici présent, Next City, qui lui-même s'est déjà lancé dans la démarche. Donc vous voyez qu'on reste à peu près on continue la conversation autour de la ville numérique dans le prochain 5 à 7. Maintenant, la parole est à vous. Et j'imagine qu'il va y avoir des réactions, des questions, des commentaires. Alors je vois Pierre Vels là tout de suite, notre autre chercheur américain en France. Oui, moi, ça marche ? Ça marche. J'avais deux questions, remarques. La première, c'est justement, j'enchaîne avec ce que vient de dire Ariella, là, c'est-à-dire tu as noté que on voyait pas évidemment de traces sur l'organisation physique de la ville aujourd'hui du numérique. Mais est-ce que tu penses pas quand même que, il y a un aspect que tu n'as pas tellement évoqué, qui est la transformation complète de nos façons de vivre et de travailler dans le temps aussi et dans l'espace. Bon, le nomadisme du travail, etc., le développement du télétravail officiel ou officieux. Est-ce que ça pourrait pas amener à terme à des modifications importantes, pas tellement de l'aspect physique de la ville dans un premier temps, mais de l'usage de la ville et donc dans un deuxième temps des objets urbains. Enfin, je pense au commerce, je pense évidemment au bureau, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question est relative à la notion d'infrastructure. Je pense qu'il y a une question très pratique aujourd'hui pour les collectivités publiques, qui est de savoir ce qu'il faut payer ou pas payer pour le développement du numérique. Jusqu'où il faut aller, qu'est-ce qui relève au fond d'un investissement légitime de la puissance publique, et puis qu'est-ce qu'il faut laisser au privé et aux actions relativement spontanées du marché. Je pense que c'est extrêmement concret comme question, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les grands acteurs que tu as cités, ils ont tendance à vendre des tas de choses clés en main
aux collectivités locales. Et on risque d'avoir ce qu'on a déjà eu avec l'équipement en télécom ou avec le câble, etc. Peut-être un peu par moment de surinvestissement. Voilà. Alors, est-ce que, au fond, l'infrastructure, on pourrait définir, si on s'abstrait de la définition physique de l'infrastructure, on peut dire c'est ce que le privé ne peut pas supporter. Enfin, c'est une définition un peu sommaire, je reconnais, et qui doit être financée par la collectivité. Alors, par rapport à ça, il y a la notion de plateforme. Hein. Enfin, comment tu vois ça? Où est-ce qu'on faudrait mettre, au fond, la barrière entre ce qui doit être constitué par le secteur public comme infrastructure pour ensuite laisser se développer des écosystèmes d'applications un peu sur le modèle des plateformes qu'on connaît chez les GAFA. Enfin, c'est... Voilà. Évidemment, j'ai pas... Sur le travail. D'abord sur le travail, la première chose que j'aurais notée, j'ai parlé de l'électricité. Oui, le commerce, enfin beaucoup de choses. La croissance de l'électricité à la charnière du 19e et 20e siècle a été accompagnée par le formidable espoir du travail à la maison. Et avec justement ce qu'on appelait à l'époque les petits moteurs qui allaient permettre de s'affranchir des sources d'énergie centralisées, de l'usine, etc. Il n'en a rien été. Du coup, j'ai tendance à être prudent. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, parce qu'on voit bien se multiplier les tiers-lieux, etc., etc. Je me demande quand même dans quelle mesure... J'ai tendance à être prudent simplement, probablement en tant qu'historien. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis un autre rapport à l'infrastructure. C'est-à-dire l'infrastructure, on savait ce que c'était, justement. C'était quelque chose qui faisait plateforme et dont le financement, c'était clair, etc. Et il y avait de la même façon dans le travail, effectivement, on voyait très bien, il y avait l'espace de bureau, etc. Donc je pense qu'il y a des ébranlements de ça, clairement. Vers quoi ça va, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais effectivement, il y a des tendances qui vont dans ce sens-là. Et bon, j'en ai pas parlé parce que je trouvais déjà que c'était bien plein comme c'était. Mais ça va un peu dans le même sens. Au LATS, on a quelqu'un, Alexandre Blin, qui travaille justement sur ces questions-là et qui essaye un peu de démêler finalement comment ça fonctionne, quels sont les modèles aussi financiers. Parce que ces espaces, ils tournent avec des modèles financiers, etc. Aussi, quelles sont les stratégies urbaines? Parce que c'est clair que de pleine commune à Paris, etc., aujourd'hui, c'est des stratégies urbaines. Avec, en parlant d'imaginaire autoréalisateur, ce qui est aussi très compliqué dans ces affaires de start-up, etc., c'est que l'aspect « j'ai des start-up » et la communication sur le fait qu'on a des start-up est parfois plus important dans certains cas que ce que font réellement les start-up. Et c'est un peu pareil sur les lieux alternatifs, etc. Donc ça serait ma première réponse, qui est plus une prudence, en disant, bon, j'attends la fin de la thèse d'Alexandre pour déjà savoir un peu plus sur des cas vraiment très concrets. La deuxième question... Moi, je pense qu'il faut peut-être quand même déjà partir, avant de parler de plateforme, moi, je pense quand même la question des data, qui les possède et quel est le modèle économique, ça me semble plus fondamental. C'est-à-dire, moi, j'aurais tendance à penser quand même que la propriété par la puissance publique des données publiques me semble quand même me semble probablement quelque chose, disons, qui ne serait pas forcément condamnable. Ensuite, comment concède-t-on le droit d'exploitation de ces choses-là, etc. Je dirais ce qui fait infrastructure aujourd'hui, c'est quand même presque plutôt les infrastructures de collecte des traces, ce que j'appelle le « ce qui arrive ». Et donc, c'est, à mon avis, à ce niveau-là d'abord qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qui a le droit de collecter, à qui ça appartient, comment on ouvre ça, etc. Qui renvoie à un modèle économique, qui est le modèle économique aussi que pose le Web 2.0. Bon, tous les gens qui disent finalement aujourd'hui, on donne de l'information gratuite à Amazon, Google ou Facebook, comment on peut sortir de cette espèce de relation bizarre? Je dirais le grand risque, c'est que les villes se transforment en pourvoyeuses de données gratuitement. Donc pour moi, la question infrastructurelle, elle est là, plus que dans les... Voilà. Donc ça serait plutôt ma réponse, c'est de dire, et peut-être que c'est pour, à mon avis, le côté le plus politique, je dirais, des data aujourd'hui. Ça pose d'ailleurs aussi la question de l'open data. C'est qu'on a beau dire open data ou bonne data, ça me rappelle toujours le De Gaulle, la fameuse formule, il dit, c'est pas la peine de sauter comme des cabris en disant Europe, Europe, Europe. Open data, ça a forcément des limites.
Et aujourd'hui, je trouve d'ailleurs la limite, la question n'est pas tant le vœu pieux, tout le monde est d'accord, mais ensuite où on s'arrête, selon quelle modalité, etc. Parce que on peut pas tout rendre open. Voilà, donc il y a là aussi des questions presque un peu infrastructurelles. C'est un point qui me semble absolument important, hein. Les réseaux et leur financement sont le plus souvent portés dans le cadre de délégations de services publics. Il y a un délégant, il y a un délégataire. Et la question des data devient éminemment stratégique et centrale. Les data, c'est une source de données et c'est une source de revenus. La question qu'il faut se poser, c'est à qui revient ces revenus ou comment ils sont partagés entre le délégant et le délégataire. Ça, c'est une question purement économique. Et donc, les collectivités actuellement recherchent des financements. Je pense qu'il y a un gisement et une source de financement ici. Ça renvoie aussi après à une question politique. C'est-à-dire que comment sont gérées et traitées ces données publiques, comment elles sont exploitées, à la fois par la puissance publique elle-même, mais aussi par les citoyens. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est open data, qu'est-ce qui est sous un registre propriétaire. Tout ça, c'est des questions qui sont éminemment politiques. Et je vois peu de réflexions sur ces sujets-là émergents. En tous les cas, enfin, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, mais je pense que c'est un point de vue qu'on doit discuter. Moi, je suis tout à fait favorable à la mise en place de régies publiques de données. Hein, donc, avec la question qui renvoie à l'anonymat des villes, à ce qu'on exploite, ce qu'on n'exploite pas, la manière dont on l'exploite. Pour ce qui est de l'open data, on a cru à un moment donné que c'était un gisement inépuisable. On en voit les limites, hein, c'est-à-dire que tout ce qui a pu être exploité, notamment dans le domaine de la mobilité, l'a été, quoi. Je dirais donc là, on a une espèce de forme de tarissement et les start-upers et l'économie numérique, l'économie du web et les applicatifs et les applications à passer ce temps béni qui était en 2010, 2012, 2014, où on a exploité tout ce que la puissance publique a pu mettre sur le marché librement, en fait. Hein. C'est peut-être pas fini tout de même. Autre question? Réaction, oui, ici. Et ici après. Pouvez-vous vous présenter? Georges Amar. J'ai beaucoup aimé votre exposé, en particulier parce que vous êtes un historien qui n'a pas, disons, je ne sais pas, qui n'hésite pas à parler du futur. Vous ne faites pas de la prédiction, mais vous faites de la prospective, sans le dire d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant que en tant qu'historien, vous donniez des visions, des réflexions générales sur les questions urbaines. Simplement, c'est une question, une réflexion ou une gêne. La façon dont vous nommez ou vous ne nommez pas, ou vous nommez d'une certaine façon, ce que pourrait être en effet la définition future de la ville, ou le concept de la ville future, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Alors quand même, vous le nommez. Et cette façon de nommer ne me convient pas entièrement. En gros, vous la nommez la ville numérique. Bon, alors c'est pas parce que c'est le sujet de la conférence, je ne sais pas, mais vous laissez entendre ça, que la ville numérique serait le nouveau nom de la ville, en quelque sorte. Alors, pourquoi pas? Mais lorsqu'on dit ville numérique, et on a du mal à éviter ça, on a l'impression que c'est le numérique, ou la ville intelligente, plutôt la ville intelligente, on a l'impression que c'est le numérique qui va rendre la ville intelligente, qui est en train de la rendre intelligente par sa puissance de data notamment. Or, cette façon de voir me paraît... vous-même, vous l'avez discuté d'ailleurs, hein, vous l'avez critiqué en disant que... Il me semble avoir dit justement que j'étais contre le déterminisme technologique. Oui. Là, si je peux me permettre, j'ai même été très clair. C'est-à-dire, moi, mon premier livre, vraiment, j'avais écrit il y a très longtemps un livre sur les cyborgs, et puis en 2010, j'ai un livre qui était d'abord initialement en anglais, qui s'appelle « Led Digital Culture in Architecture ». Et j'ai utilisé le mot « culture », parce que je considère que le numérique, plus qu'un ensemble de technologies, c'est un ensemble de dispositifs sociaux, d'attitudes, de comportements, etc., etc. Je ne sépare pas, pour être clair, je fais partie des gens qui sont plutôt des sociodéterministes que des technodéterministes. Oui, d'accord, je comprends ça et c'est intéressant. Aller jusqu'au bout de sa provocation. Il fait toujours des provocations extrêmement gentilles. Oui, non, mais c'est c'est bien. provocateur. Non, mais ce rapport au numérique, bien entendu qu'il est très très important. Bon. Simplement, je voudrais bien qu'on puisse le regarder dans les deux sens. C'est-à-dire, à la fois, le numérique arrive et il va changer des choses, très bien, mais considérer qu'à l'inverse, en quelque sorte, la ville
elle est intelligente avant le numérique. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que vous avez bien sûr dit. Si la ville est intelligente avant le numérique, il faudrait voir comment ce rapport au numérique qu'a la ville, comment ça pourrait être un rapport dans lequel c'est la ville qui va urbaniser le numérique, si je peux dire. Voilà. Il faudra avoir les deux directions de ce rapport. D'un côté, le numérique va rendre la ville intelligente. Bon, c'est pas exactement ce que vous dites, mais c'est ce qu'on entend quand même beaucoup. D'un autre côté, comment recomprendre à nouveau frais l'intelligence de la ville, parce qu'elle va changer. La ville va changer. Le numérique a peut-être la vertu de provoquer notre réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence de la ville. Et voir comment cette intelligence de la ville a le pouvoir, en quelque sorte, de civiliser le numérique, qui en a bien besoin, parce que sinon, le numérique, il est quand même très destructeur d'emplois, etc., etc. Enfin, il est formidable, le numérique, mais c'est un déluge. Le data, c'est un déluge sans forme. Et donc, comment la ville aurait peut-être, si on revalorise son génie, aurait peut-être le pouvoir, en quelque sorte, d'abord de dresser, si je peux dire, la puissance sauvage du numérique, et de justement être ce qui pourrait donner une certaine forme au déluge numérique. Et quelle est ta réponse à toi, Georges? Moi, j'ai confiance en la ville. La mauvaise nouvelle, c'est que je crois qu'on est assez fondamentalement d'accord. J'ai même écrit dans la version anglaise du livre que lorsque le numérique est apparu, on s'est dit finalement le numérique va servir de carte de la ville. Mais d'une certaine façon, c'est parfois la ville qui sert de plus en plus de carte du numérique. Je pense qu'effectivement, bon, qu'on soit clair, je pense que c'est pour ça que je parle du tournant spatial un peu à la soja. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je dirais probablement autour de la décennie 2000, où je dirais un certain nombre de phénomènes clés du numérique sont devenus de plus en plus spatiaux de manière en quelque sorte intrinsèque. La géolocalisation a joué un énorme rôle. C'est-à-dire qu'il est quand même clair que la géolocalisation, c'est quand même une des révolutions les plus étonnantes qu'on ait jamais connues. D'être capable de suivre des millions de choses en temps réel, leur position à la surface du globe, on n'a jamais été capable de faire ça dans le passé. Mais ça a comme conséquence qu'en fait, que justement, ça renforce le rôle de l'espace physique. Donc on se rend compte tout à fait là-dessus. Moi, je pense qu'il y a besoin, je ne sais pas si c'est... Bien sûr que c'est un déluge. Mais assez curieusement, je pense qu'une partie de la solution, c'est pas uniquement la ville, etc. C'est aussi l'intelligence artificielle. Moi, j'atteins un point d'apoplexie dans le traitement de mes mails, et je suis pas le seul. Je dirais, ça me rappelle pourquoi a-t-on inventé les premières machines mécanographiques, parce qu'aux États-Unis, les recensements étaient tous les 7 ou 9 ans, je sais plus, et qu'on avait mis 9 ans à traiter un recensement. Bon, donc, le jour où le temps de traitement de nos mails atteindra 20 heures par jour, il y aura probablement un problème d'engorgement. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je crois qu'il va falloir développer des algorithmes à grande vitesse pour apprendre à vivre dans le numérique. Donc il n'y a pas que la ville qui va jouer un rôle civilisateur. Je pense que globalement, on est dans une phase, je dirais, c'est un peu comme ce que je disais sur la nécessité d'une certaine forme de frugalité numérique. On est dans une phase de très grand déséquilibre de nos vies entraîné par le numérique. Il va falloir quand même regagner du terrain. Quand on voit, par exemple, tout le monde a l'expérience en réunion de 10 personnes en train de consulter furtivement ses mails pendant qu'un malheureux orateur présente quelque chose, on se dit qu'on est face à quand même une espèce de crise assez profonde aussi des modes de sociabilité. Donc il va falloir redéfinir ça. Donc il y a plein de choses qui sont dans des situations de déséquilibre. L'historien en moi fait que j'ai tendance à penser que les situations de déséquilibre ne restent pas éternellement comme telles. Donc on va voir des choses se réguler. Voilà. Là, mais nous sommes assez d'accord. Là, vous vous contentez d'observer ce qui va se passer. Vous êtes un nouveau historien. Probablement, enfin, bon, faut déjà quand même que je trouve que de la part d'un historien, je prends assez de risques comme ça. J'aurais tendance... Non, mais ce que j'ai tendance quand même à penser, c'est que, il y a une telle gangue de choses dans lesquelles on prend ses désirs pour des réalités.
Vous prenez par exemple la condamnation de la ville intelligente, je suis désolé, quand vous lisez Sénète, etc., vous avez l'impression que ça ne fait pas avancer le schmilblick, parce que de toute façon, ça continue pendant ce temps. Donc déjà d'arriver à regarder, moi ce que je dis souvent, c'est que déjà commencer à regarder la réalité telle qu'elle est déjà un progrès. Donc, alors c'est peut-être vrai qu'en tant qu'historien, j'ai un peu tendance, effectivement, je trouve, bon, essayer aussi de déceler quand même dans le présent ce qui commence à faire tendance, mais forcément, bon, la futurologie n'est tout de même pas ma spécialité. Mais sur les algorithmes, je tiens le pari qu'on va avoir quand même des formes de villes dans lesquelles les algorithmes et l'intelligence artificielle va être beaucoup plus présente. Ça, je suis prêt à parier. À vous. Oui, bonjour, je suis Isabelle Barraud-Sarfati. Vous êtes qui? Je suis Isabelle Barraud-Sarfati, je suis consultante en économie urbaine. Et j'aurais 2 questions pour Antoine Picon. La première porte sur les formes urbaines. Est-ce que vous pourriez expliciter le lien que vous faites entre le numérique au sens large et la montée de l'intérieur et des grands objets urbains ou des grands paquebots urbains, comme les appelle Dominique Lorrain? Et la deuxième question concerne plus spécifiquement la place des architectes urbanistes en France sur ce sujet. Il me semble peut-être qu'à part Christian de Villers, au fond, les architectes urbanistes s'en saisissent très peu. Et je voudrais savoir pour quelles raisons, à votre avis. Oui, alors première chose, Dominique Lorrain et moi, on s'est rencontrés en partant finalement de points de vue assez différents, mais justement, j'étais ravi quand je me suis rendu compte que je pensais un peu la même chose que lui, parce que des fois, quand même, justement, quand on se risque à ce genre de choses, on essaye de trouver toutes les branches qui vous permettent de vous rassurer. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le numérique, c'est-à-dire que là aussi, je me refuse à séparer le numérique, par exemple, de la montée en puissance des problèmes environnementaux. Aujourd'hui, on va quand même, là aussi, vers un espèce de mix de problèmes environnementaux et de numérique en matière urbaine. Vous prenez l'intérieur, pourquoi? Parce qu'il y a quand même actuellement en matière urbaine des problèmes, un désir de contrôle, qu'on le veuille ou non, qui passe par l'intériorisation. Alors que l'environnement, la sécurité, les aspects commerciaux, toutes ces choses-là vont dans ce sens-là. Il y a aussi, il faut quand même bien le dire, une crise quand même très profonde et non résolue de l'espace public. Enfin, je suis désolé, mais on ne sait plus très bien à quoi servent les places publiques, souvent. Par contre, on sait très bien à quoi servent les shopping malls. Donc, il y a une espèce de problème aujourd'hui, et ceci se conjugue effectivement avec le numérique, qui permettent de gérer ces choses-là. Alors Dominique rajoute là-dessus, par exemple, les problèmes, par exemple, de la faible fiabilité des réseaux dans les grandes métropoles des pays en développement et d'autres facteurs de ce genre. Mais il est vrai que ces tendances, elles sont avec nous. Et que lorsqu'on voit d'ailleurs très souvent les dessins d'anticipation de la ville, de l'avenir, de la ville verte, ça ressemble à une espèce de gigantesque intérieur, qui serait comme un espèce de jardin d'hiver à l'air libre, si vous voulez. Donc il y a aussi un espèce d'imaginaire autoréalisateur à l'œuvre là-dedans. Alors la réponse à la deuxième question, je suis très frappé, moi, par le fait que les artistes et les designers ont saisi très très tôt les questions liées à la réalité augmentée, à la géolocalisation. Les premiers, dans le bouquin version anglaise, je montre par exemple certains travaux de Laura Kurgan, etc. J'ai vu pour la première fois Laura présenter ses travaux sur la géolocalisation, c'était en 95-96. Donc, à l'époque, la géolocalisation, ça avait très peu de présence dans les milieux de l'architecture, etc. Je me souviens même, c'était à Harvard, elle avait fait un bid complet avec ces trucs un peu artsy, où elle faisait des itinéraires dans la ville, etc. Moi, je pense qu'il y a... Parce que je pense qu'il y a une espèce d'acharnement compositionnel chez les urbanistes et les architectes, et peut-être qu'il faut se poser la question. Ça ne veut pas dire que, en soi, la ligne droite est une mauvaise chose, ou que les triangles, les croix, les cercles, etc., sont une mauvaise chose. Mais il y a quand même une obsession compositionnelle avec laquelle la ville et le lien ville numérique et question environnementale va nous obliger de rompre avec ça. Ça, j'en suis assez profondément persuadé, et je pense qu'on est très mal préparé. On commence dans les écoles d'architecture, par exemple, à se dire comment on fait, par exemple, pour concevoir le bâtiment autrement que... Dans les écoles d'architecture, on conçoit quand même encore essentiellement les bâtiments comme des coquilles. Et comment est-ce qu'on peut penser un bâtiment à partir de l'atmosphère, des gradients thermiques, etc. On ne sait pas faire pour l'instant. On ne trouve même pas les enseignants pour ce type de choses. Donc il y a des vrais problèmes derrière ça, liés aussi aux inerties de la conception.
Autre question? Oui, ici et là. Moi, je trouverais bien aussi que Jean-Dominique Segondy nous dise des choses, puisqu'il est spécialiste de l'art contemporain et que ça a souvent été évoqué, des artistes se sont emparés du numérique, et aussi pour penser la ville. À vous. Jean-René Brunetière, ex-urbaniste. On constate un phénomène massif d'éclatement urbain, c'est-à-dire qui met en cause même la notion de ville. Il y a, avec une interprétation qui serait qu'il n'y a plus de prime à la ville, en quelque sorte. La proximité pouvant s'obtenir par voie numérique, il n'y a plus tellement de raisons de se regrouper en ville et on peut s'installer dans le village à 20 km de la ville plus facilement, et en plus le marché foncier le favorise. Alors est-ce qu'il y a une simple concomitance par hasard du développement du numérique et des phénomènes d'éclatement urbain, ou bien est-ce que c'est intimement lié, laissant présager des mises en cause même de la notion de ville? Moi, je demeure là-dessus assez marqué par la lecture des travaux de Pierre Vels et Saskia Sassen. Moi, je constate, comme je le dis souvent à mes élèves de façon un peu ramassée, le triomphe du numérique est contemporain de l'envol des prix du foncier. Donc, dire que, etc. Non, moi j'ai tendance à penser que jamais la plus-value liée à la localisation a été aussi forte que dans une société connectée. C'est la City de Londres. Tout le monde est connecté. Mais il n'empêche que dans un tout petit quadrilatère, on trouve des tonnes de gens. C'est la Silicon Valley. C'est aussi Cambridge, Massachusetts, qui fonctionne comme une espèce de village global, etc., etc. Donc je pense que non. C'est ma deuxième hypothèse dans laquelle je disais et l'espace existe toujours et il est rudement important. Je pense que ça, c'est... je pense en fait non. Je pense qu'il y a un vrai problème derrière ça, qui est une crise des solidarités qu'il y avait dans la ville. Donc c'est pas tout à fait du même ordre. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, si j'avais maintenant à poursuivre ce livre, j'essayerais de me poser la question du grand périurbain intelligent. Parce que c'est un des problèmes, un des risques des approches villes intelligentes actuelles. C'est que d'accord, on va truffer de capteurs, Paris-Centre, etc., Manhattan, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer plus loin? Et comment on va faire un grand Paris intelligent? Pour l'instant, on est encore très très loin de ces choses-là. On est là aussi dans des logiques d'isolat. Par exemple, le Saclay de Pierre Vels va être intelligent, Paris-Centre va être intelligent, etc. Mais quid? Et voilà, quid de ce qui va se passer juste à côté, les Ulysses, effectivement. Moi, je voulais citer un exemple sur Amsterdam, sur lequel je travaille en ce moment. Amsterdam, avec le développement de la ville intelligente et le développement des startups et puis du numérique, amène au contraire la ville à se densifier, alors que la ville doit se développer aujourd'hui et qu'elle a prévu de s'étendre, en particulier sur la ville nouvelle d'Almere, ça ne marche pas du tout. Et ils sont obligés de renoncer à l'expansion urbaine, et ils imaginent le retour. Enfin, il faut organiser le retour vers le centre. Donc c'est assez frappant. Je ne sais pas si cet exemple est généralisé, mais il est très très surprenant. Je vais prendre encore quelques questions et après on en prend plusieurs ensemble parce que on n'arrive jamais à respecter le temps de l'ouverture, mais j'aime bien respecter le temps qui est annoncé pour terminer, c'est-à-dire 19h. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonsoir, Omar Ndiaye, je suis étudiant en géographie. J'avais une petite question. C'est quoi votre nom? Omar Ndiaye. D'accord. J'avais une question sur les entreprises des TIC, notamment IBM, Cisco, etc. Parce que souvent on en parle seulement pour les diaboliser, voilà, une vision très technocratique, techniciste de la ville. Et je voulais savoir très concrètement comment se passait leur travail sur place dans les projets d'e-Smart, notamment leur relation avec les villes, avec les entreprises de services urbains traditionnels, Veolia, etc. Parce que est-ce que Veolia, par exemple, a les compétences pour faire vraiment des smart grids? Je ne sais pas. Quelles sont les relations de ces nouveaux acteurs dans le domaine des services urbains? Je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi dans l'Assemblée. Je pense à Marie, par exemple, qui travaille pour Nice Côte d'Azur et qui a quand même fait pas mal travailler Cisco, etc. Moi, j'ai tendance à penser... Moi, je suis contre la diabolisation, qu'on soit clair.
Parce que là aussi, bon, l'électricité est arrivée en ville via la constitution d'un certain nombre de grands groupes. Il faut s'en souvenir, dont d'ailleurs Siemens, à l'époque, qui était un des premiers grands groupes comme l'AEG, etc., qui s'occupait d'électricité. Donc je pense qu'il ne faut pas les diaboliser. Par contre, il faut définir des cahiers des charges pour pas être pieds et poings liés. Ça, c'est pas la même chose. Je ne suis pas du tout dans la diabolisation. De la même façon, d'ailleurs, je trouve que, bon, actuellement, je commence un peu, ça c'est l'historien en moi, dès que j'entends trop le même discours, je commence à fatiguer et à me dire vivement demain. C'est vrai que je commence à saturer sur la start-up. Parce que franchement, on me bassine avec les start-up à peu près partout dans le monde et je me dis, bon, les villes, là aussi, on ne peut pas avoir que des villes de start-up. Il y a un moment quand même, bon, alors c'est bien d'avoir des start-up probablement, mais d'abord, est-ce le seul modèle de l'innovation? Est-ce le seul modèle de la... etc. Donc, je suis, moi, actuellement, plutôt dans une phase où, bon, bah, Cisco, IBM, tout ça, on sait ce que c'est. Veolia aussi. La start-up, je commence un peu à saturer. Parce que c'est pas forcément parce qu'on met 12 mecs, bac plus 12 dans un loft, qui va en sortir un système de location de taxi innovant. Voilà. Et en plus, on peut se poser la question, j'avais été avec Peter Thiel dans un débat à Harvard, et Peter Thiel était assez intéressant. C'est le gars qui a inventé, enfin qui est avec d'autres, PayPal, et qui disait finalement tout ça c'est très bien, mais en fait les 9/10 de ce qu'on appelle l'innovation dans le numérique, c'est pas de l'innovation de rupture. Et donc en fait l'innovation de rupture, elle est plutôt dans les matériaux, dans la biologie, etc. Il y a assez peu d'innovation de rupture actuellement dans la start-up numérique. Hein. Une autre question, je crois qu'il y en avait par là. Oui, allez-y. Bonsoir, Aurélie Guelzre, je suis architecte urbaniste. Je ne me ferai pas le porte-parole de la profession, pas du tout mon objectif, d'autant que j'ai un itinéraire un peu particulier qui est plutôt une hybridation entre les métiers de l'ingénierie et les métiers de la conception, qui rompt un peu avec le modèle français d'ailleurs. Je voulais revenir sur la dichotomie que vous aviez opérée entre la notion on va dire, la ville des grands groupes, effectivement, avec comme flagship la Smart Grid, la Smart City, etc. Et puis l'idée d'une ville autogénérée, un peu spontanée, qui serait une ville plus participative, basée sur l'expertise d'usage local. Et la question que je me pose, c'est est-ce que justement la convocation de cette fameuse intelligence urbaine, elle n'est pas dans la capacité à faire dialoguer et réunir ces deux modèles de ville, l'une qui est absolument nécessaire parce que ces grands groupes permettent de réunir les moyens, les compétences, l'expertise pour développer des capacités d'infrastructure, de conception, d'ingénierie qui sont irremplaçables, et nos grandes infrastructures françaises en sont un exemple, et d'ailleurs un exemple qui est souvent encore exporté. Et puis de l'autre côté, effectivement, cette forme d'expertise d'usage qui a pu se révéler, s'exprimer via le numérique et les outils, qu'on n'avait pas forcément pu entendre avant, forme de démocratie urbaine qui remonte et qui se fait petit à petit entendre, et qui est aussi un révélateur d'un certain nombre d'innovations, notamment des pays du Sud, dont on s'aperçoit petit à petit, pour avoir un peu travaillé sur des projets urbains à l'international, extrêmement créatives dans des schémas de fonctionnement dégradés. C'est-à-dire que dans des économies qu'on pourrait qualifier de façon un peu prétentieuse de non mature ou en voie de développement, comme on l'a souvent dit, ces économies-là s'avèrent extrêmement pourvoyeuses d'idées, d'innovations sur des solutions en système D. Je pense notamment à la capitale du Kazakhstan, sur laquelle j'ai eu la joie justement de participer dans le cadre de ces FASEP que vous avez évoqué tout à l'heure, donc au sein du groupement Aegis, Eiffage et Engie. J'étais en charge de la conception urbaine de ce projet. Et l'une des choses qui nous a absolument bluffé, c'est par exemple, dans le système kazakh et dans la nouvelle capitale qui est Astana, qui est la deuxième capitale la plus froide au monde, vous avez toujours en moins de 2 minutes un système de transport, une solution de transport qui s'offre à vous. Pourquoi en moins de 2 minutes? C'est qu'au-delà de 2 minutes, quand il fait moins 40 en hiver, c'est plus possible de rester sur l'espace public.
Et cette capacité-là, qui est offerte par un mode qu'on pourrait considérer comme dégradé, que ce qu'on appelle nous Uber Pop ici, c'est en fait un mode de fonctionnement qui permet de créer une économie complémentaire dans ce pays et qui en même temps offre une vraie solution de mobilité. Ce qui nous a pas empêché de proposer d'autres systèmes d'infrastructures beaucoup plus, on va dire, classiques, hein, ou en tout cas organisés avec des systèmes lourds, collectifs, etc. Et le fameux modèle de tramway français. Mais voilà, je voulais simplement donner ce témoignage pour dire que je pense effectivement qu'il n'y a pas de diabolisation, puisque la question c'est savoir ce qu'on fait de cette ingénierie, de cette expertise, et comment effectivement les pouvoirs politiques la convoquent et lui posent les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, et inversement, comment on mobilise aussi cette intelligence locale, ce savoir-faire, cette expertise que ne peuvent avoir que les personnes localement pour que une ville intelligente se mette en place. Il me semble que c'est ce que Antoine avait dit, mais il va vous répondre. Oui, non, mais je suis loin d'être contre ça. Je voulais juste, parce que c'est grosso modo ce que j'ai essayé d'expliquer, hein, donc c'est toujours rassurant. Moi, je prendrai un autre exemple pour me faire comprendre, qui est un peu une métaphore neuronale. Dans le cerveau, il y a des tas de routines qui sont des espèces... Il y a, je dirais, une bonne partie des calculs qu'on fait, etc., sont inconscients. Il y a très peu de choses qui sont conscientes. Je pense que la ville, il y a probablement des tas de routines qui gagnent à être inscrites dans une espèce de choses un peu plus hard, etc. Et puis il y a des routines, et puis il y a des choses qui sont plutôt du niveau de la conscience, etc., qui sont délibératives, etc. Je pense qu'il faut les deux niveaux. Si on prend une métaphore un peu du cerveau pour comprendre comment fonctionne la ville, après tout, l'idée de ville intelligente y incite. Je pense qu'il y aura des routines plutôt automatisées, plutôt, etc., dans lesquelles des ingénieries classiques peuvent très bien fonctionner. Et puis, il y a des choses qui sont plus des plateformes délibératives, etc., et qu'il faut les deux. De la même façon qu'il faut effectivement des solutions un peu de même qu'il n'y a pas de ville qui fonctionne uniquement dans le formel. On sait bien que même dans nos pays, il y a des aspects informels. Et je dirais, bon, bah, la ville, c'est toute la question de l'urbain, c'est de savoir où on met le curseur. Donc pour moi d'ailleurs, la question justement par rapport aux deux modèles, ou qui sont un peu les mêmes aussi que Pisani, bon, on a tous un peu cette opposition en tête, la vraie question elle n'est pas là, la question c'est où mettons le curseur, et c'est là où il y a la matière aujourd'hui à projet urbain. Je dirais le projet urbain, c'est peut-être de savoir où on met le curseur aujourd'hui. Le curseur parfois va beaucoup dans le top-down, dans le bottom-up, au détriment de choses structurelles. Moi, j'étais frappée récemment à Berlin par la montée énorme du top-down, qui est liée aussi aux 60 milliards de dettes de la ville et à la réduction des services publics drastiques, qui fait que les projets publics sont moins conduits qu'ils ne l'étaient. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est très bien de dire qu'il faut faire les deux, c'est sûr, mais on a le sentiment que la montée du bottom-up peut poser question, en tout cas. Juste une petite réaction encore. Ouais, assez rapidement. Ce qui fait l'intelligence de la ville et la fabrique de la ville, c'est le fait qu'on combine les deux approches. Pourquoi ? C'est parce que si on veut une ville singulière, il faut qu'on travaille dans un environnement contextualisé. Ce qui fait la richesse de nos démarches, c'est qu'on est en capacité de mobiliser des grands groupes qui ont un savoir-faire, une expertise, qui font de la recherche-développement, qui ont la capacité à mobiliser des moyens et des ressources extrêmement importantes. La ville se fait pour l'essentiel avec des moyens privés. Donc on a absolument besoin de ces grands groupes, on a besoin de ces promoteurs pour prendre des risques. Et on s'aperçoit que dans la construction de la ville, dans les process, c'est ce que dit d'ailleurs Isabelle, on n'est plus dans une logique linéaire et séquencée. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs remontent en aval pour concevoir la ville et la réaliser dans une logique d'écosystème ouvert. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, les grands groupes ont besoin des startups, des entreprises agiles, et les entreprises agiles ont besoin des grands groupes. C'est elles qui leur fournissent des marchés. Donc on est dans un système en fait qui est assez vertueux. Et moi, je ne pose absolument pas les grands groupes aux approches créatives. Je pense que l'essence même des projets urbains singuliers repose sur ce mixte. Et c'est un bon mixte qu'il faut rechercher. Alors, c'est la dernière question. Il y a deux questions. Alors, on va prendre les deux et puis nos invités vont répondre très, très rapidement. Bonsoir, Jean-Luc Chasset, architecte. J'ai bien compris que la ville numérique, c'était une ville organisée, c'était une ville fonctionnelle,
c'était une ville d'échange, de communication, qui est une ville communicante, qui peut d'ailleurs être aussi, j'imagine, une ville de solitude. Ma question était de savoir quelle est la place de la poésie dans la ville numérique, et la poésie a-t-elle sa place, c'est-à-dire le rêve? Très bien. On n'en a pas parlé. Je pense que c'est important quand même. Bien sûr. Oui, non, mais Mais, tout à fait. Bon, j'aurais une réponse très simple. L'homme et le rêve que fait un animal de s'auto-réaliser, etc. Je crois qu'il n'y a pas de ville sans rêve. Il n'y a pas de ville sans... Je crois justement, d'ailleurs, c'est très frappant, comme la montée en puissance du numérique est aussi liée à la montée en puissance de dimensions sensorielles, tactiles, etc. C'est pas du tout... Voilà, je pense que la poésie n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les artistes ont finalement investi le champ numérique sitôt que ça. Je dirais curieusement, si les architectes l'ont moins investi, c'est pas parce qu'ils sont poètes, c'est parce qu'ils sont parfois un peu trop classiquement rationalistes. Et que c'est pour ça qu'en fait, c'est quand même très frappant. Ces 20 dernières années, je dirais, la présence des artistes sur ce front-là. Il se trouve que j'ai publié pour la première fois un livre sur ces sujets bizarres dans les années 80, fin des années 90, s'appelait La ville, territoire des cyborgs. Et à ma grande surprise, j'étais invité à l'époque dans toute une série d'écoles d'art. Et je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je me suis rendu compte que le cyborg, tout ça, c'était vraiment un topos hyper connu. Non, vraiment, il n'y avait rien de révolutionnaire chez les artistes. C'était même... Bon, on parlait la même langue. Alors qu'à l'époque, je me souviens, dans les écoles d'architecture, il fallait ramer. Aujourd'hui, bon, c'est devenu assez banal, mais donc ne pas s'imaginer que la poésie y est depuis longtemps déjà. Dernière question. Je pense que j'avais vu quelqu'un ici, non? Non. Eh ben alors, Jean-Dominique Secondy, sur l'art contemporain, qu'il est assistant à maîtrise d'ouvrage d'art contemporain. Il a conduit une des Nuits Blanches de Paris, mais aussi des œuvres d'art liées au tramway de Nice, à toute l'action sur la Saône, Lyon Confiance, etc. Alors Jean-Dominique. Merci de me donner la parole. Non, moi je suis conforté dans ce que je fais depuis effectivement 25 ans, cet accompagnement d'artistes sur les questions d'aménagement de la ville, de transformation de la ville ou de l'espace public par les artistes. Ça rejoint la dernière question en fait sur la question du rêve en fait et sur votre réponse. Les artistes en fait se sont emparés du numérique non pas ni comme une finalité ni comme une discipline, mais parce que le numérique permet en fait d'agir, de réfléchir sur les questions de transformation de la société, de la ville. Les artistes en sont les premiers peut-être emparés pour réfléchir, pour aider à réfléchir. Et toutes les dimensions, toutes les hypothèses que vous avez soulevées, je pense que, et vous les avez illustrées par des exemples d'artistes, ce sont des artistes aussi qui, parce qu'ils expérimentent avant nous peut-être, les ont soulevés peut-être les premiers. Donc aujourd'hui, les artistes nous aident justement aussi sur ces questions d'appropriation, sur ces questions de co-construction, sur ces questions d'autodétermination. C'est-à-dire que, et donc voilà, les artistes restent encore aujourd'hui sur la question du numérique des moyens de réfléchir avec les aménageurs, avec les politiques et avec les usagers. Donc je n'ai pas une question à poser, mais effectivement, je crois qu'on a raison de continuer à leur donner confiance pour travailler avec eux. Merci Jean-Dominique. Je pense qu'il n'y aura pas de conclusion, comme toujours. Je voulais vous signaler d'abord, avant de remercier nos intervenants et vous-même, que nous fabriquons des vidéos qui sont sur YouTube, donc vous pouvez revoir toutes les séquences ou certaines séquences. Nous faisons des comptes rendus et tous les 5 à 7 sont consultables. On vous renverra l'information. Tous ceux qui ont été filmés sont consultables et en tout cas, tous les 5 à 7 ont fait l'objet de comptes rendus. Donc c'est un matériau sur lequel on peut travailler. Alors je voulais remercier très très vivement nos 2 intervenants pour cette passionnante à la fois conférence et point de vue de l'aménageur. Et puis vous remerciez vous de venir et de nous accompagner dans ces démarches. Et bonne soirée. Et pour certains, à demain.